Salut, ça va? Salut à toi Thomas. Donc, on est en live ici de mon côté à Tokyo. Il est un peu plus de 22 heures maintenant. Et tu es en France, ça va? Donc, il est quelle heure en À France? Paris, ouais. À Paris, 14h, un peu plus de 14h. 14 heures. Donc, merci à tous d'être ici. Je vérifie un petit peu. Voilà, vous êtes un petit peu moins de 80 personnes. C'est super cool de nous avoir rejoints en ce dimanche après-midi pour discuter d'Urban Star Racer avec nos ancêtres. Donc, on a encore un petit peu on a encore un petit peu d'énergie, mais ça fait un petit bout de temps en fait Alors, qu'on est. tu parles d'ancêtre. Je vais te montrer une photo. Tu vas la mettre sur le. Ouais, Qui montre un petit peu une photo souvenir. vas-y. Alors je la montre. Voilà, c'est celle-là. Et voilà, entre les deux, 15 ans de différence entre les deux. Un peu plus de 15 ans entre les deux, quoi. Ouais, un petit peu plus, ouais. T'as pas tellement changé, hein, Thomas, quoi, je trouve, quoi. Je trouve que j'ai un peu plus Merci, changé, quoi. merci. J'ai Si je perdu laissais des pousser un peu cheveux. la barbe. Voilà. Bah, t'as bien coupé les cheveux, moi j'ai un peu rallongé. Euh, mais si je laissais pousser la barbe, ça serait assez blanc, hein, je te rassure. Je vais Mais on a retirer quel âge l'image. d'ailleurs? On peut dire nos âges? Euh, Non? Toi, tu es encore jeune. Toi, c'est facile pour toi de dire ton âge. Moi, je suis Ok, un vieil homme, donc un certain âge, un âge de maturité, certain. c'est Voilà. vrai. Tu es mon aîné aussi. Je vais retirer l'image de l'écran, Thomas. Oui, j'ai enlevé déjà. Ok, super. Ouais. Donc, Voilà. Bah moi ouais, bah je vais avoir 45 là. Et Auban, c'était toute ma jeunesse, puisque j'ai commencé à travailler sur le projet à 19 ans. On a bossé pas mal d'années avant de pouvoir lancer la production. On est parti au Japon, j'avais 26, c'était en 2003. Donc ça fait un sacré bout de temps. Et donc on va aussi regarder un petit peu les questions, parce qu'on aura peut-être des réactions et des questions pour nous. Il ne faut pas oublier. Thomas vieillit à la japonaise, c'est-à-dire pas vraiment. Merci. Vous n'avez pas vraiment, pas tellement changé. Ben, merci. Donc, j'aimerais commencer ce live par demander à Savin comment est né le projet. Parce qu'en fait, moi, je suis sur le projet depuis extrêmement longtemps, bien sûr, mais je suis quand même arrivé un petit peu après que ça commence, puisque Savin, tu es à l'origine de cette série, de mhm. ce projet. Donc, j'aimerais que tu nous dises un petit peu vraiment euh, quand ça a commencé, quelle a été l'étincelle, en quelle année. Alors, c'était en 96, je me rappelle assez bien. 96, ça me ramène loin. Donc, je venais de rentrer à la FEMIS depuis pas très longtemps. La Euh, Fémis, c'est quoi la Fémis? donc, la FEMIS, c'est une école de cinéma, c'est l'école nationale. Enfin, ça a changé. L'acronyme reste le même, mais le nom a changé plusieurs fois. Donc, je ne sais pas à quoi correspond le nom aujourd'hui. Mais c'était la Fondation européenne des métiers de l'image et du son, mais ça a dû changer entre temps. Et donc au départ, moi j'avais fait une école de commerce, je voulais faire du cinéma, j'étais allé en Angleterre faire l'école de commerce, j'avais appris à faire du cinéma là-bas dans une école, j'ai fait des courts-métrages et tout. J'avais été pris à la FEMIS, donc qui est la meilleure école, entre guillemets, beaucoup de gens qui présentent cette école et tout, donc j'étais à fond là-dedans. Et j'étais parti pour faire carrière dans le cinéma. Et puis, il y a eu un petit accident de parcours, j'avais créé un projet de jeu, je vais faire rapide, je me loigne trop du sujet déjà, Vas-y, un vas-y. projet, un projet de jeu sur le cinéma, en fait, où tu étais un producteur, tu devais créer, en fait, prendre des stars, des scénarios, mettre en place des packages, et comment toute une simulation sur le cinéma, quoi. Un jeu vidéo. Et- ouais, un jeu vidéo, ouais. Parce que je suis assez branché à ce jeu vidéo aussi. Et donc, j'ai présenté ce projet à différentes boîtes, et j'ai été reçu par Gaumont Multimédia, qui, à l'époque, devait faire des jeux vidéo et de l'animation. Ils ont trouvé le projet super bien écrit, vachement bien et tout, et ils m'ont pas du tout fait le jeu vidéo, mais ils m'ont embauché pour être directeur d'écriture et créateur de séries chez eux. Donc, pendant que j'étais toujours à la FEMIS, je ne leur avais pas dit que je bossais à la FEMIS, et j'ai pas dit à la FEMIS que je bossais chez eux. Et donc, pendant que je faisais la FEMIS, j'écrivais quand même à peu près, chaque semaine, j'écrivais 2 épisodes de 26 minutes sur des séries qui étaient. Non, d'accord. C'est comme ça Ouais, que tu as commencé dans le milieu de l'animation en tant dans que l'animation. scénariste Voilà. de séries d'animation. Voilà. Et surtout, c'est un peu l'action de parcours, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas entièrement l'action de parcours rétroactivement, parce qu'en fait, j'adore l'animation. En fait, quand j'étais petit, l'animation japonaise, ça m'a vraiment hyper marqué. Donc Candy Candy, Albator, Goldorak, comme toute une génération, on a été hyper marqué par toutes ces séries qui passaient à la télé, qui étaient quand même vachement intéressantes. Et en fait, après coup, j'avais continué à avoir beaucoup d'animations. J'ai un copain qui s'envoyait des VHS du Japon
non sous-titrées, donc j'ai vu plein de séries. Je me rappelle, j'avais eu Ninja Scroll, j'avais rien compris et tout, mais j'adorais, quoi. Il y avait donc plein de séries que j'ai regardées comme ça. Et puis, par exemple, je me rappelle qu'en 92, je crois que c'était, il y avait Akira qui était sorti au cinéma, quoi. En 92. Ouais. Ouais, Ouais, 91 ou 92. Mais en tout cas, ouais. c'est sorti au Japon peut-être un peu avant, mais c'était la sortie en Angleterre quand j'y étais. Et je l'avais vu dans un cinéma là-bas et ça m'avait détruit tellement c'était génial. Enfin, j'ai pleuré pendant une demi-heure après la fin du film. J'étais vraiment détruit tellement c'était esthétiquement, émotionnellement tellement génial. Donc bref, l'animation c'était un truc qui était quand même important pour moi. Donc je vais essayer de resserrer, d'aller plus vite à la réponse à ta question. Donc j'ai bossé pour cette boîte multimédia. J'ai fait plusieurs séries. C'était des commandes, mais il fallait retaper un peu. Il y avait des problèmes un petit peu avec des partenaires, donc on faisait un peu ce qu'on pouvait, mais il y avait plein de gens talentueux qui essayaient de faire des trucs bien. Et puis après, j'étais un peu fatigué de faire ces trucs-là, et j'ai voulu faire un truc qui était plus proche de ce que j'aimais en animation. Donc je me suis dit, l'animation c'est quand même cool parce que je peux faire de la SF, on peut faire de l'historique, on peut faire un peu plein de trucs qu'on peut pas faire d'habitude facilement en étant auteur, créateur. En cinéma de prise de Voilà, vue réelle, tu ne vas pas te lancer en tant que débutant dans une grande saga de voilà. science-fiction à la Star Wars, tu n'auras jamais l'argent. Voilà, et même en France, je veux dire, les films de science-fiction qui se font chaque année, tu les comptes sur la d'une main, et c'est souvent des films à petit budget, un peu fauchés et tout. Donc Ouais. là, moi qui adorais la SF, qui adore l'heroic fantasy, tout ce truc-là et tout, je sentais qu'il y avait un potentiel vraiment de plaisir, vraiment sympa à faire, mais il fallait encore que les projets correspondent à ce que je voulais. Et on a un marché qui est très formaté sur le marché de la jeunesse, surtout à cette époque-là, quoi. Et donc je commence à développer un petit projet en 96, et en fait, j'ai jamais révélé cette information, mais je vais la donner. Ça sera une excuse de ce live. En fait, au tout début de Buzz Tracer, il y a mon ancien boss qui me dit fais-moi un projet sur des camions qui se poursuivent dans la neige et tout, etc., quoi. Et je me dis ouais, ok, pourquoi pas et tout. Et en fait, ça m'intéressait pas du tout. Et je me rends compte qu'il y a une BD en fait qui raconte exactement ça qui était sorti à cette époque-là. Je me dis, ah non, mais en plus, il y a une BD, il a lu la BD et tout, il a pensé à ça et tout, donc ça m'intéresse pas. Mais par contre, je me suis dit, véhicule, tout qui se déplace, il y a un truc sympa à faire. Et j'ai commencé à rêver un peu autour de concepts SF, autour de véhicules qui se déplacent rapidement. Parce que je me suis dit, là, pour vendre une série comme ça, où je voudrais faire des trucs émotionnels, intéressants, un peu riches à la japonaise, il faut quand même que j'ai un package, quoi, qui, dans ce marché que je commençais à connaître un peu, qui est super formaté de la télévision française et européenne des années 80, des années donc fin années 90, quoi. Ouais. C'était vraiment bloqué, quoi. C'était vraiment, on pouvait pas faire n'importe quoi. C'était vraiment, les gens qui dirigeaient les chaînes étaient des gens assez âgés. Enfin, c'était vraiment très, très formaté, quoi. Et donc je me dis, il faut un package, et donc on va mettre des véhicules rapides. Et derrière ça, je vais pouvoir mettre plein de trucs sympas. Ils verront pas, ça sera un peu caché là, ça sera le truc magique. Regardez, ça bouge, il y a des vaisseaux. Et en fait, derrière, je raconte une histoire. Voilà. Avec de l'émotion. Ça s'appelle un cheval de Troie. Ouais. Exactement. Et donc, on a commencé j'ai commencé à écrire un premier projet. Et puis le truc, c'est formaté un peu plus. Et donc, quand ils se sont rencontrés, c'était donc en 97, si je dis pas de bêtises. Ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais un petit peu tourné au truc, j'avais un peu changé des choses et tout. Et j'avais fait bosser un peu des gens qui bossaient avec moi donc, dans cette boîte, qui étaient des gens assez expérimentés, mais qui étaient aussi un petit peu formatés par, justement, à force de faire un peu les mêmes séries, après il y a un peu des tics que tu prends. Et je me suis dit, ce serait bien d'avoir des gens un peu plus jeunes, quoi, un peu plus ouverts là-dessus. Et on a une amie commune qui m'a présenté, donc qui m'a toi, et aussi Loïc Penon, qui va jouer aussi important dans le développement de la série. Et on se voyait dans un bar qui s'appelle Bar des Sources, à République. Et on se voyait une fois par semaine, et vous apportiez vos dessins que vous aviez faits. Et je faisais des commentaires, parce que j'avais déjà commencé à créer plein de personnages, plein de trucs et tout, donc je lançais un peu, et je voulais qu'il y ait, comme la série, il y avait plein de personnages différents, très différents, d'univers, de planètes différentes. Je voulais qu'au niveau de la création, il y ait plusieurs créateurs pour que ça, il y a cette variété en fait d'origine de ces différents pilotes extraterrestres se retrouvent un petit peu par aussi des idées un peu apportées par différentes personnes. Et donc je rappelle que toi, donc tu étais encore au tout début, quoi. Tu étais étudiant. Ouais, tu en parles, tu as dit ta version parce que toi, tu as vécu. En tout cas, moi, ce que je me rappelle, c'est que tu étais à fond, quoi. Tu avais envie, tu étais passionné. Et donc, au niveau dessin, en toute honnêteté, c'était pas encore ça, quoi. Et c'est incroyable le niveau que tu as atteint, quand tu as progressé. Et ça, il faut que les gens le comprennent. C'est-à-dire que si je monte des dessins de Thomas Romain en 97, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et donc,
c'est pas parce que vous n'avez pas un niveau de dessin encore exceptionnel que vous n'êtes pas forcément. Voilà, vous pouvez y arriver, quoi. Il faut du travail, du travail, du travail. C'est ça la solution. Et moi, j'ai vu comment Thomas bossait comme un fou et son niveau a monté exponentiellement. Donc, il a porté ses dessins. Je faisais mes petits commentaires. Petit à petit, comme ça, les univers, les personnages se sont commencés à se fixer, les vaisseaux. Voilà. Mais je te passe un peu la parole, que tu me parles un peu aussi de toi. C'est une première période de développement. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as vu c'est qui ce gars là bizarre qui le parle de sa série, moi, si tu veux, comment ça s'est passé? En fait, j'étais donc en 97, moi j'avais 19 ans. J'avais 19 ans et j'avais jamais étudié l'art ou le dessin. J'étais complètement autodidacte. Et en fait, je sortais d'une formation scientifique. Donc, j'ai eu mon bac, à l'époque, c'était le bac S. Enfin, après, j'ai fait 2 ans dans une fac de sciences. C'était à l'université Paris 11, dans le sud de Paris, enfin, banlieue parisienne. Et ça me faisait chier, en fait. Enfin, en fait, c'était assez intéressant et je pense que ça peut intéresser les jeunes, peut-être, qui nous regardent. C'est que j'avais suivi un peu le parcours, je dirais, standard. Tu vois, plutôt bon élève, tu n'es pas trop mauvais à l'école, tu avances, on te dit la formation scientifique, c'est celle qui va t'offrir le plus de débouchés. Donc, j'avais un peu suivi le truc sans me poser de questions. Et en arrivant à la fac et dans ces études supérieures, ça commençait à devenir un peu plus abstrait au niveau des connaissances, un peu plus aussi compliqué. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai trouvé autour de moi des gens qui étaient passionnés par ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé autour de moi des gens qui étaient passionnés par l'étude scientifique, par l'électronique, par l'optique, etc. Parce que j'étais plutôt dans ces filières-là. Et du coup, je me sentais complètement à la ramasse, tu vois. Je pensais que tout le monde faisait ça un peu par défaut. Alors qu'il y a vraiment des gens passionnés par ça, et c'est super, et heureusement. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, mais moi, je suis pas vraiment passionné par ça. Donc, comment, tu sais, quand tu te projettes à 18-19 ans, comment tu peux imaginer ta vie si tu n'es vraiment pas passionné par le travail que tu vas faire pendant 30, 40, 40 ans? Donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai décidé tout simplement d'arrêter ce cursus scientifique et de commencer à dessiner parce que je sentais que j'avais envie de faire un métier dans le cinéma ou à l'époque, on parlait pas trop dans le jeu vidéo parce que c'était encore assez peu développé finalement. C'était plutôt cinéma en fait. Cinéma d'effets spéciaux. Tu vois, mon rêve, ça a arrêté de travailler sur des Star Wars, sur des films comme ça. Et donc, j'ai commencé à dessiner pas mal. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je t'ai rencontré. Je pensais commencer par faire de la BD plutôt, parce que travailler directement dans le cinéma, c'était pas vraiment envisageable. Par contre, commencer à faire tes petites BD, peut-être les éditer dans des fanzines, ça c'était déjà plus jouable. C'était exactement à ce moment-là, dans cette phase où j'étais à 19 ans. Je venais de quitter les études. Tu avais un pseudonyme. Je rappelle que tu as fait quelques BD quand même qui sont parus en fanzine. C'est Stockam, Storam. C'était quoi ton pseudonyme? C'était un anagramme de Thomas Voilà, Randin. c'est ça. J'avais fait 2-3 petits, mais c'était vraiment, je commençais. En fait, j'ai commencé vraiment à dessiner beaucoup à l'âge de 17 ans. Donc, quand on s'est rencontrés, c'était 2 ans plus tard. J'avais encore, j'avais aucune connaissance dans le milieu professionnel. Je savais même pas que les écoles d'art, ça existait à la limite, tu vois. Et ça stressait pas mal mes parents aussi d'ailleurs, tu vois, d'avoir leur fils tout d'un coup qui se retrouve à la maison à dessiner toute la journée comme ça, sans vraiment de cadre ni de projet d'avenir très solide. Et c'est là qu'on s'est rencontrés en fait. C'est cette amie commune qui nous a présenté. Et grâce à toi, donc et la communauté qui était autour de toi, parce que tu parlais tout à l'heure de ce projet qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Urban Racers, que tu commençais à développer avec quelques collègues de studios d'animation français. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait une filière d'animation en France, que j'ai rencontré, donc toi, scénariste, d'autres dessinateurs aussi, des designers de personnages ou storyboarders. Et c'est ces gens-là qui m'ont parlé de l'école Gobelin, donc une école d'animation qui est une des meilleures en France. Et donc, je me suis orienté vers ces filières, ces études d'animation. Donc, je suis revenu dans le cursus scolaire. Et donc, j'ai étudié pour rentrer dans cette école d'animation. Mais en fait, donc avant de rentrer et commencer à étudier vraiment l'animation dans une école, on était déjà en contact et j'étais déjà au contact de professionnels, en fait, grâce à toi et ce groupe-là.
Et donc, c'était fascinant pour moi de voir. Tu vois, je sortais de ma petite ville de banlieue, j'allais à Paris voir des mecs qui bossent dans le dessin animé, et puis donc j'étais à fond, et donc j'avais vraiment, je sentais que j'étais par rapport à vous tous qui avez plusieurs années de plus que moi d'expérience, Mhm. j'avais envie de montrer que, ok, j'avais envie, et puis il fallait que je fasse mes preuves en fait, Mhm. à côté de tout autour de vous, et finalement, j'ai tellement bien fait mes preuves que finalement, c'est cette connexion qui est restée entre nous, et puis finalement, Mhm. les autres personnes qui étaient autour du projet à ce moment-là, voilà, ils ont vaqué à leur propre carrière ailleurs, Mhm. Mhm. et il y a une connexion qui s'est faite entre nous sur ce projet. Tout à fait. Alors après, chronologiquement, on va peut-être revenir un tout petit peu très rapidement sur la fin de cette première étape de production. En fait, on avait développé comme des fous pendant un an et demi à faire ses dessins, ses recherches. Il arrivait un truc qui commençait à être sympa, qui était très marqué par l'animation japonaise. Et puis, j'ai eu un peu les pieds froids à la fin, quoi. Au moment de faire un dossier pour présenter à des chaînes, je me suis dit, c'est trop fou le truc, ça passe trop dans tous les sens et tout. C'est pourtant ce que j'avais voulu créer chez vous, quoi. Et je me suis dit, on va recentrer un peu ça, on va le recalibrer, et ça passera peut-être mieux, quoi. Et donc, j'ai demandé un des dessinateurs, qui est d'ailleurs un Ouais, très bon dessinateur, hein, de reprendre les designs. Et il a fait un truc qui était quand même beaucoup plus classique au final. Et j'ai présenté le truc, j'ai eu des réactions. En plus, tout le mec, il commençait à essayer de monter une boîte et à vendre le truc. Parce qu'au départ, je voulais pas faire une boîte. En fait, au départ, je voulais trouver un producteur qui prenne le projet. Puis après, ouais, ouais. j'ai pas trouvé ces producteurs, ou j'ai trouvé des qui ont dit ouais super, tiens signe cette option gratuite, etc. Tout. Et je me suis dit ah non les gars, vous êtes gentils, mais quand même pas ce coup-là quoi. Et ou alors quelqu'un qui me disait oh c'est génial, mais est-ce que le personnage principal pourrait être Ophélie Winter? Et Ophélie Winter qui était une chanteuse avec des gros seins qui était assez connue à cette époque-là, vous vous en rappelez pas, mais voilà. Et donc parce que le mec avait une connexion avec tel mec de Canal qui voulait que Ophélie Winter fasse un truc. Et donc tu te dis, mais attends, comment est-ce que je vais confier mon projet qui veut justement essayer de sortir un peu du lot à des mecs comme ça, quoi. Et donc finalement, j'ai créé ma boîte pour abriter le développement et continuer un peu plus loin. Voilà, finalement, on est allé jusqu'au bout, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, on a fini ce travail de design en faisant un truc un peu plus classique. Mais Et, je me souviens et bien, le moment où tu m'as dit, ok, je fais ma boîte et tout, ça ouais. va s'appeler Save the World Production, ouais, je m'en souviens très bien. Donc c'était une nouvelle étape, et il y a eu plein d'étapes comme ça a pris du temps à monter ce projet, mais ouais, ce moment-là, je m'en souviens bien. Ouais. Alors, on a fait un pilote, mais ce pilote-là, on n'était pas encore assez au point, nous, au niveau animation, pour le faire nous-mêmes. Toi, tu commençais, tu peut-être pas encore commencé le Gobelin, ou tu commençais tout juste. Enfin, c'était vraiment. Non, mais moi, je commençais à peine. Ouais, ouais. Et donc, finalement, je me suis dit, on va faire un truc comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire, pourtant, un truc dont je voulais m'échapper, mais voilà, j'ai fait un pas en arrière, un grand pas en arrière, malheureusement, ou heureusement pour la suite. Et je suis allé faire le pilote en Corée, quoi. Donc, je suis parti en Corée avec mon petit sac à dos, et j'habitais un mois là-bas. Ouais. Euh, Là, je t'interromps juste une ouais. seconde, mais c'est pour expliquer qu'à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 90, euh, en fait, il y avait quasiment pas de studio d'animation à proprement parler en France. Toutes les Mhm. séries qui y étaient produites en animation, à part quelques rares exceptions de séries très courtes, l'animation était sous-traitée en Asie ou dans les pays de l'Est. C'était comme ça que l'animation était faite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'industrie vraiment très développée en France, enfin d'industrie le secteur était peu développé, il y avait peu d'écoles, il y avait peu de gens formés à l'animation. En France, il n'y avait pas vraiment cette culture de l'animation, à part sur certaines œuvres de court-métrage, etc. Mais c'était pas tout ce qui était production télévisuelle et un peu industrielle comme ça. Euh, C'était pas fait en France. Et donc, c'était assez logique en fait de se dire, ok, pour faire Urban Racer à l'époque, ça s'appelait comme ça, Mhm. travaillons avec un studio en Corée. Et donc, c'était la première impulsion. Et c'est toujours, ça a un peu changé parce que maintenant il y a des séries en Ça a 3D avec changé. des gros budgets, surtout en 3D Ouais, qui se font en France. Mais l'animation est revenue en France. Ouais. ouais, un petit peu parce qu'il y a des aides gouvernementales, il y a différentes choses. Et la 3D demande des choses techniques qui font que ça peut mieux fonctionner. Mais encore, beaucoup de séries se font dans ces pays-là. Et les Simpsons, par exemple, depuis le départ, ça se fait en Corée, quoi. Donc, eux, ils ont des très gros budgets, donc ils ont un niveau d'animation qui est très élevé. Mais il faut voir que beaucoup de séries sont faites à l'étranger et parfois dans les pays où c'est pas très cher. C'est-à-dire que plutôt la Corée, déjà, c'est plutôt le haut du panier. Après, tu as la Chine, tu avais les Philippines, tu avais différents, même l'Inde, quoi, où il y a aussi des studios de production.
parfois bon, parfois terrifiant, au milieu de la campagne et tout. Et donc, voilà. Donc, je suis parti avec mon petit sac. On a fait un pilote de 2 minutes. Et au final, ça allait pas du tout. J'étais pas du tout content du truc. C'était en fait ce que je voulais éviter. J'étais retombé dans ce que je voulais éviter. C'est-à-dire que c'est devenu trop classique. Le ton, les intentions du ton étaient parties à la trappe et tout. Ça allait pas du tout. Donc, c'était juste un peu action, comédie, ouais. dans un style un peu qu'on voyait un peu à la télé française un peu à ce moment-là, Ouais. en termes graphiques. C'était un peu tous les. Mais toutes les ambitions de sortir du lot, justement, de ne pas faire comme les autres séries et tout ça, c'était passé la trappe, quoi. Ce qui était un peu ridicule, quoi. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Le projet, j'y crois toujours. Il y a un truc sympa à faire avec, mais on n'est pas prêt. Le marché n'est pas prêt. Donc, on a remis dans les cartons et on est parti sur un autre projet qui, pour le coup, assumait à fond son côté émotionnel et réaliste, la richesse psychologique de ses personnages. Et c'était un projet qui s'appelait Tom & Co., que j'avais appelé Tom & Co. À cause de toi, parce que j'avais créé un personnage qui te ressemblait, dont je m'étais inspiré du petit Thomas et tout, qui vivait à Antony, à la Île Rose. C'est un peu là où on avait positionné notre série. Donc, en 2 mots, c'était une petite série sur des enfants de 12 ans qui sont en banlieue parisienne. Pas une banlieue super craignos et tout, mais pas une banlieue super riche non plus, une banlieue assez typique où il y a un peu de différents types de quartiers, différents types de profils. Et c'était leur vie, leur relation avec leurs parents, avec leurs amis à l'école, les parents qui divorcent, le grand-père qui meurt, le mec qui pique le blouson à l'école, le mec qui se fait chahuter par les autres. Il commence qu'un petit groupe d'amis. Voilà. Une série finalement un peu qui se voulait un petit peu réaliste et sociale, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Émotionnel, social, simple, avec des petits sujets de la vie quotidienne qui pouvaient parler aux enfants. Ça, c'est toujours un truc pour moi qui me stresse à fond. C'est voilà, comme c'est pour les enfants. Faut pas qu'il y ait ci, faut pas qu'il y ait ça, ou alors c'est ce genre d'argument que tu entends souvent chez des investisseurs et tout. Ah non, c'est trop compliqué, ou c'est trop triste, ou c'est trop ça pour les enfants. Et ça, c'est débile, quoi, parce que les enfants, ils ont justement un besoin énorme d'apprendre, de ressentir, de comprendre le monde qui est autour d'eux. Donc, il faut leur donner des clés. Et ces clés, c'est pas en leur cachant la réalité qu'on va pouvoir leur donner. Et donc voilà, ce projet était très beau. C'était déjà une étape de notre développement de Save the World et de nous en tant que aussi individuels artistes, quoi. Au niveau technique, c'était plus haut. On avait fait le pilote nous-mêmes. Tu avais animé toi-même des plans qui étaient, je rappelle, très beaux et tout. Donc, on avait fait un truc vraiment sympa. Et les chaînes de télé françaises se sont vachement intéressées au projet. Il y a même eu une espèce de petite guerre entre les chaînes pour l'avoir. Et puis, il y a une très grosse chaîne française que je ne citerai pas qui a dit on la veut. Et puis après, c'était la catastrophe puisqu'ils ont dit on la voulait. Mais quand je suis allé au premier rendez-vous avec 30 synopsis, je me suis refusé 30 synopsis sur 30. Et donc, ils voulaient la série, mais ils voulaient les images, le titre, mais ils voulaient surtout pas ce qu'on voulait en faire avec, quoi. Et donc, déprime, tentative de pousser ce projet, ça marche pas. Et on arrive en 2001, où là, je sens que le projet, c'est mort et je veux pas faire de la merde pour juste monter une série. Au contraire, maintenant, je me suis de plus en plus, radicalisé un peu sur mes intentions de sortir un petit peu du lot et justement de pas rentrer dans cette soupe continuelle qui est à la télé. Et il y avait un truc qui s'appelait le Forum Cartoon, dont on avait participé au Forum Cartoon déjà 2 fois pour 2 projets. Un projet qui s'appelait Squat, qui était un projet de série pour adultes. C'était une sorte de salon professionnel pour montrer. Ça existe toujours d'ailleurs, je pense. Il existe toujours, oui. Et ce qui est super, donc que tu vas être sélectionné quand même par ce projet, tu vas être sponsorisé par un gros investisseur, par une chaîne de télé. Mais si tu es pris, tu es invité pendant 3 jours avec tous les grands investisseurs européens et chaînes européennes sont présentes, et tu as une chance de pitcher devant eux ton projet pendant 30 minutes. Et soit ils aiment pas, mais voilà, ils sont là devant toi. Et quand tu es un petit indépendant qui n'a pas le moyen le carnet d'adresse pour atteindre ces gens-là, c'est ta chance de briller, quoi. Et donc, il y avait un dossier à faire avant fin mai ou début juin, et un pilote à faire pour le 1er septembre. Et on était peut-être en avril, et je me suis dit, là, les gars, mon Tom & Co, c'est mort et tout, fini. Donc maintenant, on ressort Aubane des cartons, on va le présenter au Cartoon Forum, et là, on va dépoter. Maintenant, je pense qu'on est prêt, on y va, quoi. Et là, on s'est mis à rebosser. Moi, sur l'écriture, vous sur les dessins, puis ensemble aussi, puisqu'on échangeait beaucoup à cette époque-là. Et donc, on a tous les trucs qui étaient les intentions du départ de 98, qu'on n'était pas encore prêt à vraiment mettre en image ou à assumer au niveau émotionnel. C'est sorti, ça s'est mis en place. Le personnage principal, qui était un garçon à la base, est devenu une fille. Ça a renforcé vachement le conflit avec le père, avec le manager, son père, qui était déjà dans le premier projet. Et puis les extraterrestres, on a affiné le truc, et tout s'est mis grosso modo en place.
Alors après, il y aura des petits changements, des petites améliorations encore dans les années qui viennent, mais tout le concept de base est tombé en place tout de suite, quoi. Ouais. Ça, Et à ce moment-là, donc, c'était donc 3 ans après qu'on ait commencé à travailler ensemble. Ouais, ouais. J'ai pris le parti pris vraiment radical. Donc là, j'étais devenu en charge finalement de la direction artistique du projet. Mhm. Et très influencé par l'animation japonaise à ce moment-là. Je regardais beaucoup de séries, parfois très humoristiques, et de SF, etc. Et j'ai vraiment choisi là une direction extrêmement radicale de se dire on va faire des personnages très très japonais, un peu, enfin très cartoon japonais, donc avec beaucoup de simplification. Et donc on est parti sur cette ligne artistique, là, direction artistique que je montre à l'écran, qui a Et été ça, cette après ligne affinée par la série. elle était importante, cette ligne, c'est que, en fait, on avait déjà tous les personnages qu'on a, en 2001, on les avait déjà plus ou moins esquissés avant, mais ce qui manquait, c'était quelque chose qui les rapproche, en fait, qu'ils avaient été créés parfois par différentes personnes, il y avait différentes influences, et les ramener, en fait, dans un univers cohérent graphiquement, grâce à cette ligne, tout s'est affiné, et les choses qui rentraient sont bien rentrées, ceux qui rentraient pas, on les a transformés pour que ça rentre, et tout s'est formalisé parfaitement, quoi, à ce moment-là, quoi. Et c'est aussi à ce moment-là que Stanislas Brunet a commencé à travailler sur le projet, Oui, à travailler sur les designs des vaisseaux également. tout à fait, tout à fait. Stan, que j'avais rencontré, qui était dans ma classe à Gobelin, donc que j'ai ramené sur le projet juste à ce moment-là. On sortait de l'école, on était diplômés à ce moment-là. Donc il a rejoint l'équipe, rejoint le projet pour développer tous les designs de vaisseaux. Stan qui avait déjà commencé à bosser avec nous, si je me rappelle bien, sur Tom & Co, sur le pilote de Tom & Co, Ouais, sur ouais. des L'année décors. d'avant, ouais. Ouais, et on s'entendait très bien. Toi, c'était un copain à toi, et il était aussi plein d'énergie et une grande sensibilité chez Stan. Et donc, et sur les vaisseaux, qui n'était pas le point sur lequel on était le plus avancé dans les recherches, on a surtout bossé sur les personnages. Enfin, les vaisseaux, Ouais. il y avait des choses, mais c'était encore du travail. Et donc, vraiment, cette équipe-là, donc il y avait aussi Loïc Pelon, qui est lui un dessinateur plutôt un peu underground, un peu fanzine et tout, qui avait des idées un peu, parfois un peu tranchantes, un peu fortes visuellement. Ça a donné à certains personnages une identité un peu particulière. Bah, on est tous ensemble sur cette photo, que je trouve très belle, sous la Tour Eiffel. Donc Stanislas, moi, Thomas et Loïc, tout au bout là. Ouais. C'était en 2002, ça, apparemment. Ouais. Les jeunes un peu fous, plein d'énergie, plein d'espoir. Voilà. Et donc voilà, on a fait ce pilote dans la foulée, puisqu'on a été pris pour le Forum Cartoon. On a fait un pilote très très rapidement. On a bossé avec une boîte qui s'appelait Sparks, qui nous a bien aidé. Et on a fait un petit pilote qui a eu donc Molly Star Racer, que pas mal d'entre vous ont déjà dû voir, qu'on ne peut pas diffuser là parce qu'on n'a pas les droits sur la musique. Mais qui a eu un gros succès sur Internet. Plusieurs années avant YouTube, on faisait plusieurs centaines de milliers de vues avec ce pilote, et c'est-à-dire que tout le monde l'avait vu, entre guillemets, quoi. Tous les gens qui s'intéressaient à l'animation, au court-métrage, l'avaient vu dans le monde entier. On a été sélectionné aux Imagina Awards. On a gagné le Leaf Award à Londres. Donc voilà, c'était un gros coup de boost pour le projet. Et là, pour le coup, ça a vraiment intéressé pas seulement quelques diffuseurs en France comme Tom & Co, mais des diffuseurs à l'international. Et les choses auraient pu être faciles, se lancer très vite. Mais voilà, les choses ont été un peu plus compliquées puisque, comme j'expliquais un peu avant, le marché était toujours très formaté. Et donc, le premier truc qu'on m'a dit, c'est super votre projet, mais la fille, là, non, c'est pas la peine, mettez-moi un garçon, etc. Aujourd'hui, ça serait le contraire. C'est un truc assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on dirait, ah non, c'est presque toutes les séries, il y a une fille maintenant pratiquement. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était toujours un petit garçon qui avait des aventures, et c'est vrai qu'il n'y avait jamais de filles. Et en tout cas, quand c'était des filles, c'était les petites princesses, machin. C'était pas du tout notre Molly qui est garçon manqué, qui est à la fois capable d'avoir une vraie audace, mais qui aussi qui manque de confiance en elle et qui peut vraiment être troublée, être émue. Voilà. Donc il y a une vraie originalité dans ce personnage, et donc je voulais surtout pas perdre ça parce que c'était un des éléments qui définissait aussi la ligne éditoriale au niveau de l'écriture, Molly, sa relation avec son père. C'est vraiment le cœur de tout l'arc narratif de la série. Donc, comme j'ai dit non à ça,
ça a ralenti les négociations avec quelques grosses sociétés. Et puis, en fait, il n'y a pas tellement de grosses sociétés qui peuvent investir sur une série. Et donc, quand une ou deux t'ont dit non, ça devient compliqué. Donc, on a ramé quelques années de plus. Mais je te coupe vas-y, juste une vas-y, seconde. vas-y. Je suis en train de montrer donc la photo de là où on bossait, ce qui était ton appartement. Donc Ouais. il faut quand même expliquer que pendant 5 ans, tu as sacrifié toute ton intimité et tu as transformé ton studio enfin ton appartement en studio. Enfin, moi, j'allais bosser tous les jours chez toi pendant de nombreuses années. Voilà. Et il y avait ton lit juste derrière là. Des fois, Ouais. je te réveillais le matin. La table qu'on voit, en fait, c'était ton billard. Il y avait Ouais. un billard, tu as mis des plaques en bois dessus pour bosser. J'ai joué, je crois, peut-être. La première fois que je t'ai rencontré, on est allé faire une partie de billard. Et quelques mois après, il y avait les plaques en bois et pendant des années, on n'a plus jamais joué. Et donc, toi, tu étais assis à gauche, j'étais en face. On avait des invités de temps en temps qui venaient bosser avec nous sur la table. Et c'est là qu'on a développé le projet. Et alors, le pilote a été fait avec Sparks, donc un studio bien implanté. Donc, nous, on faisait toute la direction, la pré-production ici, et les gens bossaient sur le pilote dans ce studio français à Paris. Et donc, ça, c'était mon poste de travail. Et ça, c'était mon petit coin de dessin. Voilà. Donc, c'était assez. Voilà, on bossait dans ces conditions. Un peu, on s'est serré la ceinture pendant plusieurs années. Ouais. C'est vrai que tout le monde a fait des efforts. Moi, je me rappelle, toi tu avais été pris en alternance. Je t'avais pris en alternance quand tu faisais encore les Gobelins. Donc, tu étais plusieurs mois au Gobelin, plusieurs mois au bureau. Et je te payais donc un peu moins que le SMIC ou un truc comme ça, quoi, je pense, le salaire. Donc, c'était pas grand-chose. Mais pour moi, déjà, il fallait que je le sorte et c'était pas forcément évident. Et de temps en temps, on a fait collectivement, là, en tant que boîte, on a travaillé pour quelques autres sociétés. On a fait une séquence d'animation épique dans le film Les Clés de bagnole de Monsieur Baffy, notamment. Et on a fait des recherches de développement pour d'autres boîtes. On a fait différents petits trucs qui, mine de rien, faisaient rentrer un tout petit peu d'argent, ce qui permettait d'acheter un peu de matos, de vous refiler un petit peu de thunes. Et donc, mais tout le monde, ce qui était fort, ce qui était je pense, sympa dans ce groupe, c'est que je pense on sentait que le projet avait un vrai potentiel déjà, qu'on n'allait pas juste, on faisait pas n'importe quoi, on n'allait pas courir dans la forêt et cueillir des fleurs. Mais il y avait un vrai potentiel. C'était quand même quand il repense après, c'était quand même un peu un miracle. Enfin, tout ce qu'on a fait, comment ça s'est enchaîné après, c'est quand même un peu miraculeux. C'est miraculeux, mais on a fait ce qu'il fallait pour que ça arrive, quoi. Donc on s'est battu. En tout cas, je pense que tout le monde avait envie de faire les choses différemment et de ne pas se laisser enfermer dans un système tout de suite, quoi. Vous sortiez juste de l'école, vous aviez encore, et heureusement que vous avez pu partir et aller faire embaucher dans une autre boîte tout de suite, mais vous avez été prêt à faire des sacrifices pour essayer de faire un projet qui offre un vrai potentiel créatif un peu plus fort que ce qu'on voyait habituellement. Et je pense qu'on avait tous cette même envie, quoi. On était prêt à prendre ce risque parce que ça en valait la chandelle, quoi. Et je pense qu'au final, ça nous a tous servi puisqu'on a réussi à faire la série. Après, vous êtes parti au Japon. Enfin, là, on a réussi à faire un truc qui jamais aurait pu se faire si on n'avait pas investi ce temps et cette énergie au départ. Mais c'est vrai que c'est un alignement des planètes qui est un peu magique. Je l'ai appris plus tard en essayant de reproduire cette magie sur d'autres projets où très compliqué aussi, mais où j'ai pas eu forcément ces facilités-là. Il se trouve que voilà, on a bossé, on a trouvé des partenaires qui nous ont lâchés, puis on en a retrouvé un au dernier moment qui nous a pris. On a les Japonais qui sont arrivés dans l'équation aussi, que grâce au succès du pilote, on a été diffusé sur une émission japonaise qui s'appelle Digital Stadium, qui était très regardée à l'époque. Et on a été contacté par monsieur Takanashi, qui était un des producteurs de Bandai, qui a quand même produit le long métrage des Cowboy Bebop, qui a produit la série Escaflowne aussi, donc quand même pas n'importe qui. Et donc voilà, on a petit à petit réussi à agréger autour de nous des partenaires en fait qui n'avaient rien à faire ensemble, des Japonais, des Américains, des Anglais, des Allemands et des Français aussi avec France 3. Mais voilà, ça a pu s'écrouler plein de fois et ça a failli s'écrouler plein de fois. Et je l'ai déjà raconté, je crois, mais c'était en 2000. Donc on est parti au Japon fin 2003. En 2003, c'était au mois d'août. En plus, ma nana est en train de me plaquer. Ma nana de 10 ans est en train de me plaquer à ce moment-là. Je sens que c'est foutu, quoi. Je sens qu'on va pas y arriver, quoi. Et qu'on y est arrivé très proche, mais que ça va pas marcher, quoi. Et je suis chez moi tout seul et je me mets à chialer, quoi, comme une madeleine pendant une demi-heure et tout.
Et puis, juste après, vous arriviez pour bosser et tout. Donc, je suis séché mes larmes et tout. Et j'ai essayé de faire bonne figure. Mais certainement, j'étais vraiment fatigué de me dire, ça va pas le faire. Et moi, je me sentais en plus responsable de vous parce que vous avez cru au projet. Et j'avais envie qu'on y aille, quoi, qu'on y arrive, quoi. Et heureusement, fin 2003, on est parti au Japon. Alors qu'on n'avait pas encore tous les contrats de signés. Mais j'avais eu une petite avance de Wildside Video et qui a sorti la série en DVD. Avec cet argent, on a acheté des billets d'avion. On est tous partis, donc c'était le 15 décembre 2003. On est arrivé au Japon avec les partenaires qu'on avait rencontrés, avec lesquels on avait commencé à négocier depuis longtemps. Et de là, j'ai prévenu les partenaires européens en disant, on est au Japon, on commence la série. Donc voilà. Et là, tout d'un coup, les contrats qui traînaient depuis des mois et des mois se sont signés comme par magie. Et enfin, la série a démarré. Mais donc jusqu'au bout, ça a été chaud, quoi. Ouais, bah là, c'était en. La photo que je montre, c'était en. On est parti au Japon fin 2003, là, ça devait être début 2004. Et on venait juste de s'installer dans un coin du studio, dans le quartier d'Ogikubo à Tokyo. Et voilà. Le premier mois était assez épique. On était déjà allé faire, on avait déjà fait un voyage de repérage un petit peu avant pour rencontrer des partenaires, pour trouver un studio partenaire. Moi, j'y étais aussi allé une fois en tant que touriste. Et après, on a débarqué à Tokyo avec nos valises. Trouver un studio, c'était aussi assez compliqué parce que j'avais déjà trouvé moi des studios, quelques studios japonais qui venaient dans les grands salons internationaux et pris contact avec eux. Et on a failli d'ailleurs signer avec l'un d'eux. C'était pas loin d'être notre partenaire. Et puis, grâce à M. Takanashi, donc de Bandai Visual, on a rencontré le studio HAL, qui était un studio plus petit, qui faisait donc une ou deux séries en même temps, mais pas plus. Donc c'est un petit studio à l'échelle des studios japonais. Mais pour nous, c'était beaucoup plus rassurant de se dire, voilà, Aubane, pour eux, ça va être une grosse série, ça va être la série importante. Ils vont pas prendre notre budget et le siphonner pour le mettre sur une autre série qu'ils font à côté, dans les 8 séries qu'ils font en même temps. Et on a senti qu'il y avait une vraie curiosité chez eux de travailler avec des Français, de faire des choses un petit peu différemment. Et donc, voilà. Donc, cette collaboration inattendue s'est faite. Et ça a été bizarre un peu pour tout le monde, je pense, et pour eux particulièrement, de se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer, quoi. On avait fait le pilote, on avait fait un modèle pack avec déjà tous les turnarounds des personnages, c'était très sérieux. Mais c'était encore un design qui n'était pas totalement typique de ce qu'on utilise au Japon. Et puis, est-ce qu'on allait être à la hauteur? On était réalisateurs tous les deux. Est-ce que j'écrivais les scénarios, moi, tout seul? Est-ce que ça allait être à la hauteur des attentes? Est-ce que ça allait bien marcher? Ils étaient assez inquiets, je pense, quoi. Et on a mis un peu de temps à briser la glace. Et vraiment, est-ce que pendant les premiers mois, c'était un peu dur que les équipes vraiment se réunissent, qu'on puisse vraiment collaborer à tous les niveaux, quoi. Je ne sais pas jusqu'où tu peux raconter, mais enfin, au début, c'était quand même assez surréaliste. Enfin, moi, c'est l'anecdote que je raconte assez régulièrement, c'est le jour où on arrive. Alors, je pense que c'est vrai, parce qu'après, ça fait tellement longtemps et j'ai raconté l'anecdote tellement. Il y a une part de vérité dans ce que je vais dire, mais je ne sais plus exactement dans quel contexte, mais je me souviens quand même très bien qu'on arrive et ils nous disent, alors vous pouvez aller à Asakusa, vous pouvez aller là. En fait, ils commençaient à nous proposer des sorties touristiques. Je ne sais pas si tu te souviens. Du genre, en fait, on est les clients et puis il faut nous occuper et eux, ils vont faire le taf. Enfin, c'était un peu ça. Et je me souviens très bien qu'on a dit non, mais vous n'avez pas compris, nous, on vient pour travailler, on ne vient pas pour se balader dans Tokyo. Et ça a été ça, vraiment, dès le début, ça a été comme ça. Et après, Ouais. il a fallu leur montrer qu'on était capable de travailler. Et ça a pris plusieurs mois avant qu'ils réalisent, en fait. Parce que pour eux, ce qu'il faut expliquer, c'est que déjà, le Japon, c'est une société qui est très refermée sur elle-même. Il y a assez peu ils sont assez peu curieux de ce qui se passe en dehors de leurs frontières. Ils savaient pas du tout, ils connaissaient pas du tout c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des Français qui fassent de l'animation, pour eux, déjà, c'était une énorme surprise. Enfin, ils ne pensaient pas du tout qu'il y avait des Français qui pouvaient travailler dans ce secteur-là. Je pense que la seule animation extérieure au Japon qui connaissent, c'était probablement uniquement les États-Unis avec Disney et puis un certain nombre de cartoons, mais c'est tout. Donc voilà, on est Français, on fait de l'animation. Ah bon, hyper surpris. Donc il a fallu montrer tout ça. Et donc, montrer qu'on sait dessiner, montrer que tu sais écrire, etc. Enfin, ça a été compliqué. Et au début, moi, je me souviens très bien. C'était donc
Nous, on a débarqué à 3. Donc, toi, Savin, co-réalisateur, scénariste. Moi, co-réalisateur, directeur. Et producteur aussi, ce qui était pour eux Ouais, un stress particulier par rapport à moi, quoi. ouais. Non seulement tu arrives en tant que producteur, donc avec le budget, donc on est les clients, mais en plus, on doit fabriquer derrière. Donc, ils ont non seulement des comptes à rendre en tant que toi en tant que producteur, mais aussi des discussions artistiques à avoir avec toi. Donc, c'est compliqué. Et donc il y avait Stan aussi en tant que décorateur et méca designer. On débarque à 3 pour travailler avec des dizaines de personnes là-bas. Et sans vraiment connaître la langue, sans avoir vraiment l'expérience de comment on fait une série au Japon. On avait une certaine connaissance de comment fabriquer de l'animation, mais avec des méthodes, je dirais, de notre cru, tu vois, ou à la française. Donc il a fallu quand même apprendre plein de choses. Donc on s'est un peu retroussé les manches et on a découvert tout ça, mais au début c'était, on voyait bien qu'ils nous auraient bien mis dans un petit coin, tu vois, pas trop. Mais en même temps, je les comprends, tu vois. Tu as des mecs qui débarquent, toi tu as une habitude de travail, tu n'as pas envie que, tu vois, d'avoir des bâtons dans les roues et c'est compliqué. Donc il y a eu quelques mois en fait où il a fallu s'apprivoiser mutuellement. Et donc on était co-réalisateurs nous deux, mais on parlait pas couramment japonais, on ne sait pas comment ça se passe au Japon, les storyboards, les trucs. Enfin c'est donc de côté HAL, ils avaient monté une équipe pour travailler avec nous. Donc avec un très bon caractère designer, un très bon méca designer, des décorateurs, des metteurs en scène, etc. Et quelqu'un pour chapeauter ça en termes de réalisation aussi avec nous. Et la première personne... le concept, on dira peut-être pas tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, on peut raconter un peu plus déjà. Mais je te laisse faire, je te dirai stop si jamais tu vas trop loin. Mais il y a quand même des trucs. Après, tu veux pas casser la réputation des gens pour toute leur vie et tout. Non, c'est pas du tout pour dire du mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec le premier réalisateur, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que le courant n'est pas passé. C'était prévu depuis le départ qu'il y a ce qu'on appelle un réalisateur technique qui, en fait, nous aide à faire passer nos intentions de réalisateur à l'équipe japonaise, qui fasse l'interface, quoi. Sauf que on lui a peut-être pas pitché les choses comme ça, ou que lui l'a compris différemment, quoi. Bah, il a juste finalement, il a juste essayé de faire son truc avec le matériel qu'on lui donnait. C'est-à-dire qu'il a, je me souviens très bien, t'écris un script, il fait le storyboard, on voit le storyboard, ça raconte pas la même chose que ce que tu avais écrit dans le scénario. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le storyboard de l'épisode 1, c'est pas ce que ça va écrire? Et là, ils nous disent, parce que le producteur, Nakashima, il était quand même un peu vicieux enfin, vicieux, mais moi j'adore ce mec, mais il a fallu le décrypter aussi, tu vois. Et ça a pris pas mal de temps, après on s'entendait super bien. Mais au début, il nous cachait un peu les trucs. Donc, il nous disait, je me souviens, il nous disait, oui, mais au Japon, c'est comme ça qu'on fait. Le réalisateur, il a beaucoup de liberté par rapport au script, et donc il a fait, c'est son adaptation du script. Et ok, on trouvait ça quand même un peu bizarre. Et c'est qu'après qu'on a découvert qu'ils avaient réécrit les scénarios. Ouais, complètement, Et que ce que le réalisateur avait bordé, c'était exactement ce que le scénario japonais avait réécrit de ton histoire. Tout à fait. Alors, je me rappelle, puisqu'on en parle, je me rappelle moi de cette quand même la scène où ça a explosé, c'était le premier storyboard. Donc on reçoit le board, moi je prends des petites notes et je commence à faire des commentaires sur le board. Il y avait lui, on était tous là, plus ce mec-là et tout. Et je commence à dire, alors ça c'est sympa, donc ça c'est bien comme histoire, je suis très content. Mais alors là, c'est pas comme mon scénario, mais en même temps c'est original, c'est intéressant. Je vois qu'on a voulu apporter un truc un peu différent, mais si c'est comme ça dans le scénario, c'est parce que ça. Et mes partenaires attendent ça, parce que l'émotion, par exemple, c'est un truc important. On s'est battu pour qu'il y ait de l'émotion dans les épisodes, donc il ne faut pas retirer l'émotion, il faut la laisser, il faut remettre ça. Et je continue mes petits commentaires page par page, et en face, je vois Nakashima et le réel technique en question. Je vois leur tête qui baisse, et ils commencent à regarder leurs chaussures de plus en plus, et je me dis, il y a un truc bizarre, quand même, parce que j'ai des trucs normaux, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai des partenaires qui ont approuvé des scripts. En plus, je me suis battu pour qu'ils acceptent qu'on ne commence pas tout de suite sur Oban, qu'on commence un épisode sur la Terre, que toute l'histoire avec le père entre Molly et son père, la mère qui est morte, des trucs forts, quoi, qui sont importants. Donc, c'était dur de le faire admettre. Et là,
c'est retiré du scénario, quoi. Je me dis, c'est incroyable que les Japonais me retirent mes petits trucs d'émotion et tout, quoi. Donc, je fais mes petits commentaires et ça va pas, quoi. Et donc, finalement, on me l'a pas dit à moi, parce que moi, on peut pas me le dire directement, c'était trop compliqué, mais on t'a dit à toi, Nakashima t'a dit, en fait, il y a d'autres scénarios, quoi. Et donc, on a récupéré les scénarios et on a traduit, je me rappelle, c'était Yoshida, donc, qui était venu avec nous, qui nous avait rejoint à ce moment-là, qui était donc franco-japonais storyboarder, qui m'a traduit en live, quoi, tous les scénarios, les 5 premiers épisodes qu'ils avaient écrits, quoi. Et moi, j'écoutais, je prenais des notes et je tombais des nues parce que ça avait vraiment rien à voir avec ce qu'on avait. Enfin, c'était le même personnage, elle avait des tatouages, mais ça s'allumait quand elle était en fait, elle passait une espèce de super phase de conduite et ses tatouages s'allumaient, on voyait des lumières et tout, et elle devenait une super pilote, etc. Enfin, quand il y avait son père, il y avait des petites étoiles dans les machins, enfin, c'était de la caricature de série japonaise pour moi, et pas du tout ce que je voulais faire en tout cas. Et je tombais des nues, mais en même temps, j'étais rassuré parce que si l'histoire avait été vraiment géniale, moi, en tant que producteur, j'aurais dit, OK, c'est beaucoup mieux, on est venu au Japon, on travaille avec des Japonais, donc si c'est vraiment mieux, on le fait, quoi. Ça m'aurait fait un peu du mal à mon ego, mais j'ai pas tellement d'ego, donc c'est pas un problème majeur. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que c'était vraiment pas le même projet, et c'était surtout pas le projet que j'étais battu pour imposer à nos partenaires européens. Donc, on a dit, ça marche pas, quoi. Les gars, il y a un problème, je crois que le monsieur, là, il doit partir et tout. Et donc, il est parti, et à partir de là, après cette crise, en fait, les choses ont commencé à mieux se passer, la compréhension était beaucoup plus forte entre les deux équipes. Tu disais que moi, j'ai assez pris une sorte de position un peu de tampon, en fait, un peu de médiation, je suis d'un naturel un peu plus posé, tu vois, et peut-être un peu plus diplomate. C'est vrai que je peux être un peu explosif parfois, ça peut m'arriver un petit peu. Et donc, souvent, tu vois, j'essayais de faire un peu le lien, etc. Et ouais, je me souviens, le début, ça avait été difficile. Et après, un niveau de dessin aussi, j'ai été confronté un petit peu au même problème. En fait, en arrivant, on avait un peu mis enfin, en tout cas moi et Stan, on avait mis le Japon sur un piédestal. Parce qu'on avait été bercé avec des chefs-d'œuvre, ce qui nous était parvenu en France. Les films du studio Ghibli et des séries cultes ou devenues cultes comme Cowboy Bebop ou Evangelion. On avait l'impression que tous les Japonais, les Japonais travaillaient que sur des séries hyper haut de gamme ou que sur des films hyper haut de gamme. Ce qui, en fait, quand tu arrives sur place, tu te rends compte que ce n'est pas du tout le cas. Il y a une production qui est assez vaste et avec tout un tas de niveaux plus ou moins virtuoses. Il y a des choses assez très moyennes. À l'époque, donc ça, on l'a aussi vécu en arrivant. On s'est rendu compte que la qualité qu'on a eue sur l'épisode 1, ou l'épisode 2 qui était très bien. Sur l'épisode 3, ça commençait à être un peu moins bien au niveau des dessins. Ça a commencé à nous inquiéter. Donc, je me souviens, moi, j'ai eu ça à l'épisode 3. Les 2 premiers épisodes étaient vraiment très bien dessinés. Donc, on voyait les trucs passer. Ah, c'est super, ils sont trop forts. Oh là là, il faut qu'on dessine plus pour arriver au même niveau qu'eux. C'était un peu notre mentalité avec Stan. Et puis, à l'épisode 3, on voit des dessins passer. Je suis ça, le perso il est un peu tordu, là, il faudrait plutôt que ça soit comme ci, comme ça. Je commençais à me rendre compte qu'il y a des trucs qui n'étaient pas terribles. Et donc, je me souviens très bien avoir demandé une réunion avec donc, le producteur japonais pour dire, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse corriger tel plan, parce que là, regardez, le modèle, il est comme ça, mais sur le plan d'animation, c'est pas dessiné pareil. Pourquoi? Enfin, et c'est à ce moment-là que donc, Nakashima, donc le producteur japonais, il m'a confié, il m'a dit, OK, au lieu tu vas pas dire ça, tu vas faire comme au Japon. Donc, quand il y a un truc qui te plaît pas et que tu trouves que ça va pas, tu vas le corriger toi-même. C'est la méthode japonaise, en fait. C'est un système où tu as, au-dessus de l'animateur, tu as le directeur d'animation, et au-dessus de lui, tu as le So Sakuga Kantoku, le super directeur d'animation, le réalisateur, enfin, il y a tout un système hiérarchique. Et donc, il m'a intégré dans le système. Alors qu'avant, on était un peu juste en pré-production, on préparait des trucs, puis on regardait un truc. On préparait au début, puis on regardait à la fin. Donc, il a commencé à nous mettre dans le système en tant que superviseur. Et à partir de l'épisode 3, j'ai tout regardé, tous les dessins, tous les plans. Et quand il y avait un creux et c'est comme ça que les Japonais marchent. Quand il y a un creux en termes de qualité dans une production, on active un peu les superviseurs. Et là, ils travaillent plus sur les épisodes où la qualité de l'équipe est plus faible. Parce que les épisodes ne sont pas tous faits par les mêmes équipes. Parce que c'est trop il y a un système un peu
échelonné comme ça avec plusieurs équipes qui travaillaient en parallèle à différents moments de la. Il y a en général 5 ou 6 épisodes qui sont faits en même temps, à différents niveaux de production. À partir de l'épisode 3, Stan et moi avons dessiné vraiment sur les épisodes. Donc quand les personnages nous satisfaisaient pas, enfin les personnages, moi je corrigeais les personnages, Stan corrigeait tout ce qui était plutôt décor et vaisseau. Et on a fait ça comme ça. Et donc toi en termes d'écriture, de réalisation, nous en termes plus artistiques, de design, on a comme ça, on est rentré vraiment dans le système japonais de production. Et on a mis quelques mois avant d'avoir cette légitimité, mais à partir de ce moment-là, eh ben, on a bossé à fond, et là, ça s'est bien passé jusqu'à la fin. Oui, mais en fait, c'est ça qu'on était venu chercher au Japon, parce que, donc, justement, par rapport à la production française typique, où tu envoyais en sous-traitance dans les studios qui étaient en plus pas forcément du niveau des Japonais, mais tu envoies. Parfois, tu as un superviseur sur place éventuellement qui fait un peu le lien, mais en fait, tu as très peu de contrôle sur ce que les mecs font, quoi. Et c'est pour ça que beaucoup de séries de l'époque étaient vraiment de pas très bonne qualité, quoi. Et donc, nous, on voulait pas ça. On voulait être avec le studio au Japon et connecter tous les niveaux. Et donc, on a eu un peu de mal à le faire, mais une fois que ça a été fait, voilà, on a atteint notre objectif, quoi. Et je me rappelle aussi de Stan qui a commencé à faire tu parlais de lui, de dessiner quand on voyait Laro, en fait, à l'arrêt en plan en 2D, en fait. Il a commencé à redessiner les arrows et tout, et ça changeait tout, quoi. C'était pas de comparaison, quoi. Et en termes de caractère designer, là, je suis en train de montrer un dessin. On a eu un très très bon animateur qui s'appelle, je crois on peut dire son nom, Koichi Arai, qui a travaillé en fait sous pseudo sur la série. J'ai jamais vraiment compris les raisons, mais j'ai plusieurs suppositions par rapport à ça. Un très très bon animateur. Donc c'est lui qui a redessiné qui a fait les modèles de personnages à partir de mes premiers dessins qui sont à gauche. Il a repris les personnages, là c'est la version à droite. Donc il a été très respectueux en fait de la direction artistique et du design des personnages, mais en améliorant, on voit bien que le visage de profil est beaucoup plus intéressant sur ce qu'il a fait au niveau de la forme du visage, les proportions, c'est plus en volume, moi, j'ai énormément appris. Ça, c'est aussi une de ces planches de personnages. J'ai énormément appris en voyant comment, en particulier lui et puis d'autres animateurs japonais, réinterprétaient les personnages que j'avais créés. Donc, les personnages que j'ai créés, donnaient quelques dessins, je voyais comment ils les dessinaient eux, et après, je me servais de leurs dessins, je voyais comment ils les avaient dessinés, pour moi, les redessiner quand ça n'allait pas dans les plans. Parce que bien sûr, Koichi Arai ou d'autres très bons animateurs travaillaient seulement, alors lui en l'occurrence seulement sur les dessins de model sheet. D'autres animateurs, il y avait des très bons directeurs d'animation, mais ils étaient seulement sur des épisodes particuliers. Et entre-temps, il y avait des personnes un petit peu moins virtuoses. Donc là, j'essayais de compenser, mais tout en me servant des références créées par les Japonais sur nos personnages. Donc c'était un process assez extrêmement enrichissant, et j'ai beaucoup progressé à ce contact-là. Et il faut voir aussi que donc au Japon, les budgets d'animation ne sont pas forcément super élevés. Ça coûtait beaucoup plus cher, ça coûtait plus cher qu'un budget normal pour nous d'aller au Japon, de travailler au Japon par rapport à une simple sous-traitance, d'envoyer ça en Inde ou ailleurs. Mais voilà, l'argent est un problème, donc on ne peut pas s'amuser à faire des milliers de retakes. On peut pas passer. Il y a un planning à tenir aussi et tout. Donc l'aspect qualitatif peut parfois en souffrir. Sur des grosses séries américaines, je pense à Avatar qui s'est fait à peu près à la même époque que nous. Ils avaient un budget qui était quand même plus de 3 fois supérieur au nôtre, quoi. Donc eux, ils pouvaient se permettre d'avoir un nombre de retakes infini et d'arriver à un très bon niveau d'animation finale, mais on n'était pas dans les mêmes conditions financières, donc il fallait arriver à trouver le bon équilibre pour être le plus efficace possible. Ouais. Voilà, c'était à nos bureaux à ce moment-là, et on avait, je sais pas toi, Savin, comment tu travailles. Je sais que tu bossais quand même beaucoup depuis de ton appartement au niveau de l'écriture. Oui. Nous, avec Stan, on était dans le studio et on avait des horaires complètement éclatés. Je me souviens, on bossait vraiment. Alors, en fait, les studios japonais, il n'y a pas de. Enfin, c'est encore, je pense, quand même pas mal le cas maintenant, mais moins. Mais à l'époque, c'était vraiment. Il n'y avait pas de.
il n'y avait pas d'horaire de fermeture. C'était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Beaucoup d'animateurs. Donc, la plupart des gens ne sont pas employés, en fait. Ce sont des freelances qui travaillent sur place ou chez eux, mais les gens qui travaillent sur place sont quand même freelance. Donc, ils ne sont pas forcément... ils peuvent venir quand ils veulent, bosser quand ils veulent. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit, le soir ou très tard. Et nous, on s'était un petit peu décalé progressivement, et jusqu'à un moment où, je me souviens, on bossait vraiment dur, et on arrivait en début d'après-midi, je me souviens, vers 13-14 heures, et on travaillait jusqu'à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Enfin, c'était une période au début hyper intensive, et on était passionnés, on était à fond, on voulait faire nos preuves, et c'était... et ça, c'était 6 jours sur 7, quoi. 6 jours sur 7. C'était vraiment très intense. Ouais. Même après, un peu moins, mais parce qu'après, j'ai emménagé avec ma femme, etc. Mais si, en fait, je me souviens que j'allais bosser après-midi, je rentrais dîner, après je retournais travailler après dîner le soir, toute la nuit. C'était vrai, et j'ai fait ça pendant vraiment une grande partie de la production. Je me souviens même, parce que la 3D était faite en France à ce moment-là. On avait 8 heures de décalage avec la 3D française. Donc nous, on était décalés, ce qui était bien, puisque du coup, on pouvait parler ensemble. On pouvait communiquer plus facilement. Mais je me souviens bien qu'en général, on partait après eux. C'est-à-dire que les Français finissaient avant nous, alors qu'ils avaient 8 heures de décalage par rapport à nous. C'était quand même, c'est vrai on a bien bossé, quoi, parce que moi aussi, j'avais les scripts, les boards à checker, les scripts à écrire, et j'avais aussi les Américains à qui je devais parler, les Anglais à qui je devais parler. Donc en fait, être complètement décalé, en fait, ça retombait, ça permettait de parler à tout le monde, quoi. Mais on avait des journées de 14-15 heures, 14-15 heures, 6 jours sur 7, quoi. Parfois un peu plus que 6 jours sur 7, quoi. Sans vraiment vacances non plus, quoi. Sans vacances, quoi. C'était intensif, et parce que malgré tout, on a une période de production qui était d'environ 2 ans, qui est le double de ce qu'on fait sur une série japonaise classique. Donc après, j'ai pu travailler sur plein d'autres séries, mais je bossais pas, je bossais aussi beaucoup, j'ai beaucoup bossé de manière assez intensive sur d'autres projets, mais le truc, c'est que sur Oban, en fait, on pouvait avoir plusieurs casquettes en même temps. Et moi, j'ai fait le travail de peut-être 2-3 personnes, ce que font sur une série normale. Donc, c'était bien qu'on ait plus de temps. Mais je regardais les décors, la mise en scène 3D, je faisais tous les dessins de pré-production, etc. Je me suis jamais autant investi sur un projet que sur Oban. Et par la suite, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de m'investir autant sur un projet. Il y avait un truc qui était assez particulier aussi sur Oban, c'est que c'était prévu dans les... comme je voulais justement qu'on garde bien le contrôle et que ce soit un petit nombre de gens qui prennent les décisions et qui connaissent bien le projet, qui soient en maîtrise, on envoyait un épisode toutes les 2 semaines en production, quoi. Et ça, c'est super rare, quoi. Habituellement, c'est toutes les semaines, quoi. Nous, on envoyait un épisode toutes les 2 semaines. Donc, on avait un planning qui était déjà vachement rallongé. Et donc, ça permettait à moins de gens de faire plus de travail, entre guillemets. Parce qu'au lieu d'avoir une semaine, ils avaient 2 semaines, quoi. Mais on avait plein d'autres choses à faire. On était quand même très, très chargés et tout. Mais on avait un planning qui était un peu particulier aussi là-dessus, quoi. C'est des conditions un peu exceptionnelles, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai jamais eu, ne serait-ce que là, on parlait tout à l'heure, on a eu plusieurs années pour mûrir le projet, le développer. Après, arriver au Japon, une situation où on a 2 fois plus de temps qu'une autre série japonaise pour être produite, ce qui nous a vraiment permis de... En fait, toi, moi, Stan, pardon, de nous investir vraiment d'une manière exceptionnelle, qu'on peut pas vraiment... difficile de reproduire. Et je pense que le fait d'être peu nombreux sur un projet lui donne une plus forte identité, en fait. Tout à fait. Et tout ce qu'on trouve particulier et unique dans Ban, je pense aussi, c'est en partie parce qu'on était un très petit groupe créatif très investi sur le projet qui nous a permis d'obtenir ce résultat. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu, à plein de niveaux, il y a un peu un aspect un peu miraculeux sur la façon dont les rencontres se sont faites, le projet s'est développé, le fait d'aller au Japon avec des conditions particulières. Difficile de reproduire à un autre niveau aussi, le fait que je sois le producteur de la série, en même temps que le créateur et le co-réalisateur,
pour avoir donné un contrôle qu'en fait assez unique sur le projet. C'est-à-dire que par exemple sur la musique, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé sur la musique, sur les openings, closing et sur la super musique de Taku Iwasaki. Il y a quand même 85 morceaux qui ont été écrits. Donc sur les 85, il n'y a pas que des grands morceaux importants et tout, mais il y a quand même 85 morceaux qui ont été faits avec orchestre, etc. Et tout. C'est beaucoup d'argent et ça, une production européenne jamais mettrait autant d'argent là-dessus. Mais comme je tiens les cordons de la bourse, je peux me dire là, c'est important pour que la série marche bien, on y va, on met l'argent là-dessus. Et voilà. Après, c'est dangereux aussi d'avoir trop de casquettes. On peut après, ça peut déséquilibrer parfois certaines décisions qu'on prend. Il faut faire aussi attention de ne pas se laisser emporter. Mais en tout cas, ça permettait de choisir où était l'argent, où est-ce qu'on essayait d'économiser, d'être rationnel, d'améliorer les choses, et où est-ce qu'on pouvait, par contre, il fallait vraiment mettre de l'argent pour avoir un truc qui soit à la hauteur de ce qu'on veut, quoi. Habituellement, le réalisateur, il va au producteur, le producteur, il dit ah, désolé, non, il n'y a pas l'argent sur la ligne, quoi. Donc moi, j'allais voir moi-même et je me disais, ça serait bien de ranger la ligne là, oui, mais il faut retirer ailleurs. Donc on trouve un équilibre, mais je m'arrangeais avec moi-même, mais en tout cas, on pouvait discuter, quoi. Il y a peut-être des questions ou des choses, peut-être, Thomas Je regarde un petit peu de temps en temps. Qu'est-ce qu'on a comme question? On nous a demandé si on était en burn-out après la production. Moi, j'ai dit déjà, j'ai répondu dans le chat que pas particulièrement. Comment c'était pour toi? Oui et non, quoi. C'est-à-dire que, en fait, le problème après, c'est que quand tu es habitué à bosser à fond, à te donner à mort et tout pendant longtemps, quoi, pendant 2 ans et demi, 3 ans, puis après il y avait le développement, on avait bien bossé aussi pendant le développement, hein, on se tournait pas les pouces, quoi. Donc longtemps sur un projet, Auban, entre le début du développement et la fin, il y a à peu près 10 ans, quoi, entre la diffusion. Puis après la diffusion, tu fais comme un peu de promo, tu essaies de faire des trucs un peu autour du merchandising et tout, ça prend aussi du temps. Donc moi, après, j'avais un peu l'impression, comme je n'ai pas renché directement sur de nouveaux projets, après, vous avez bossé pour le studio au Japon, donc vous aviez tout de suite, assez rapidement, l'occasion de vous remettre à bosser sur d'autres projets. Moi, je me suis senti un peu comme une Ferrari qui était au garage, quoi, le moteur tournait, mais j'étais enfermé au garage, quoi. Et donc, c'est vachement dur d'avoir plein d'énergie, d'être plein, puis en fait, de plus avoir tout d'un coup quelque chose dans lequel l'investir concrètement, quoi. Et donc ça, c'est plutôt ça qui m'a fait du mal, c'est de rétrograder. Attends, j'ai plus de batterie, je branche mon câble. Donc, j'avais remarqué, j'ai noté une question pour toi. Mm-hmm. Donc, on peut faire une petite pause question là. Voilà, je l'affiche à l'écran. Comment s'est passé le remaster du Blu-ray? Vous l'avez fait vous-même sur votre temps libre, j'imagine. Alors, c'est pas vraiment un remaster dans le sens où en fait la série a été finalisée déjà en HD. Donc on avait des masters HD. Il se trouve que ces masters HD n'avaient pas été numérisés et donc je les ai fait numériser. Ce qui, voilà, ça coûte un certain prix. Et après, je me suis rendu compte que sur pas mal d'images, il y avait des problèmes en fait sur ce master qui était à la base une cassette, quoi, donc qui avait été resté dans un laboratoire pendant des années. Et donc, ça, s'il y a déjà quelques années qu'on a fait ce travail-là, il fallait restaurer les masters, puisqu'en fait, il y avait plein d'images qui étaient abîmées. Heureusement, il y avait 2 masters. Il y avait un master HD français sans break et un master anglais avec break. Et en fait, il se trouve que tous les endroits où il y avait des pins, en fait, on a pu récupérer des images d'un master sur l'autre. Et donc, c'était un petit jeu de puzzle de retirer les bouts qui ne marchaient pas, de remettre les bons morceaux. Mais en fait, on a pu restaurer entièrement le master HD. Après, ce qui a pris beaucoup de temps, ça, c'était il y a 3 ans. On aurait pu sortir le Blu-ray à ce moment-là. Mais après, je me suis dit, c'est quand même dommage. Il n'y aura pas 36 000 sorties en Blu-ray de la série. Et il y a plein de gens qui connaissent la série dans leur langue, les Allemands, les Italiens, tout ça et tout. Ils aimeraient bien peut-être retrouver ces doublages d'origine, de les mettre sur le Blu-ray. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis parti à la recherche des 2 perdus pour savoir qui avait les droits, combien ça me coûterait de les récupérer. Et ce qui a été très très long, beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Puis en plus, il y a eu le Covid qui arrivait, donc dans des grosses boîtes, il n'y avait plus personne qui bossait au bureau, il n'y avait plus personne dans le laboratoire, c'était la galère. On s'est rendu compte que beaucoup de masters avaient disparu, avaient été perdus. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes sur les masters qui n'étaient pas au bon timing, qui parfois avaient des problèmes techniques. Et donc, il y a eu un gros travail après, non seulement de les retrouver, de les acheter, et après de les restaurer. Et ça, c'est Jérôme Vissiac qui a fait un très gros travail pour resynchroniser, retirer les breaks, il y avait des breaks, remettre les 25 par seconde à 24, pour que tout le monde soit au même niveau pour le master, avec le master HD qui lui est en 24 images secondes.
d'égaliser, de remettre tout à niveau. Et donc, voilà, ça a pris beaucoup de temps. Et est-ce que c'est sur mon temps libre? C'est oui et non. C'est-à-dire que c'est mon temps, je pourrais investir dans autre chose. Ça me coûte de l'argent de faire ça. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis, ça m'a coûté aussi de l'argent parce que j'ai dû acheter donc, des masters. Et Jérôme a été très gentil de faire beaucoup de choses vraiment par gentillesse. Mais voilà, il y a beaucoup d'amis du sien pour arriver à ce résultat. Donc, ça a pris du temps et ça a coûté assez cher. Une autre question pour toi, Savin, de Oui. Habits Panda. C'est une question stupide, apparemment, Okay. mais je pense pas que ce soit stupide. Ah non, pardon, c'est pas celle-là. Ça, c'est une félicitation, donc pardon. Laisse-moi retrouver. Voilà. Une petite seconde. Question stupide, j'imagine. Ça vous fait quoi de voir ce succès fulgurant du Kickstarter? Ça fait plaisir. Je savais qu'il y avait quand même des gens qui étaient intéressés par le Blu-ray parce que je sais qu'on a quand même des gens qui manifestent de l'intérêt, qui continuent à faire des fan art, tout ça sur Internet. Et puis depuis le temps qu'on avait annoncé que le Blu-ray sortait, sur la newsletter, il y avait pas mal de gens qui s'étaient inscrits. Mais après, entre les intentions des uns et ce que les gens ont, un Blu-ray, ça coûte quand même un peu d'argent. Une époque où le Blu-ray, les supports physiques sont quand même moins utilisés aujourd'hui. Donc, est-ce que les gens allaient se mobiliser pour faire de ce Kickstarter un succès? J'avais quand même des doutes. Donc, surtout qu'en fait, on a mis un premier palier à 30 000 pour que le premier palier que le Blu-ray existe quand même assez rapidement, mais il fallait que ça vende beaucoup plus pour que je commence à pas perdre d'argent sur la sortie du Blu-ray, parce que il y a la TVA, il y a la fabrication, le machin, les taxes à payer à la SACEM, il y a plein de trucs, ça coûte très cher de faire un Blu-ray. Donc j'étais inquiet, et donc je suis très soulagé de voir que les fans ont répondu à l'appel, que non seulement on ne perdra pas d'argent avec la sortie, et puis que ça fédère un peu tout le monde autour de cette sortie, qu'il y a une vraie joie, que les gens sont contents de retrouver une série qui les a marqués. J'adore lire tous les messages où on voit oui, quand j'étais petit, j'étais malade, je voyais la série à la télé, ça me donnait du réconfort, des trucs comme ça, c'est hyper touchant. Et donc, je suis super content. J'espère qu'on va continuer à monter encore plus haut pour un peu marquer le coup et puis montrer à tout le monde, regardez, à Auban, il y a du répondant, il y a des gens qui en veulent plus. Mais ouais, je suis très content. Ouais, et moi je suis content aussi. Alors, je tiens à dire que là, je file un petit coup de main à Savin, je relance un peu les infos sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment Savin qui s'est occupé de ça à 100%. Il me tient un peu au courant de temps en temps, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Et d'ailleurs, la vidéo d'annonce que tu as postée, qui sera aussi un bonus dans les Blu-ray, l'interview qu'on a refait récemment, là, on l'a déjà fait quand même il y a un certain temps. Oui. Je pensais d'ailleurs que la campagne allait démarrer beaucoup plus vite, il y a déjà même plus d'un an, mais effectivement, comme tu expliquais, il y a eu beaucoup aller récupérer des nouvelles voix de doublage, réparer des images, etc. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, j'ai l'impression. Hein. Oui, tout à fait. Après, à titre personnel, je serais ravi d'avoir l'objet physique. Moi, finalement, j'ai beau avoir participé à la création, j'ai juste le coffret DVD comme tout le monde. J'ai même pas les doublages japonais, donc tu vois, ça me ferait plaisir d'avoir le Blu-ray aussi pour montrer à mes enfants et tout avec les voix japonaises. Ils n'ont jamais vu, tu vois. Donc, et je pense que c'est important dans l'histoire de cette série qu'il y ait un support physique qui reste, quoi, parce que tous les gens qui ont le Blu-ray, maintenant, ils détiennent aussi les masters quelque part. Et donc, la série elle risque pas de se perdre et disparaître de la circulation. Et c'est important qu'il y ait un lien direct comme ça avec le support. Parce qu'un streaming, c'est super, mais le streaming, il peut s'arrêter un jour. Et à ce moment-là, où est-ce que tu vois la série, quoi? des fois, là, je suis sur des Netflix, par exemple, je me mets des trucs dans mes favoris. Au moment où je vais les regarder, ils y sont plus, tu vois. Parce que les droits ont été, ça a changé, machin, et ils t'annoncent pas, tu vois. Et non, tu peux. Un truc que tu aimes bien, qui est sur une plateforme de streaming, tu n'es pas sûr de l'avoir ad vitam aeternam. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on pose. Est-ce que Auban pourra être diffusé sur ce genre de plateforme de streaming? Oui, je pense que ça serait bien que Auban soit pour que ça permette à d'autres gens de découvrir Auban, maintenant qu'on a ces beaux masters. Mais ça viendra plus tard. Donc, moi, j'ai vraiment concentré mes efforts sur le Blu-ray parce que c'est les 15 ans. Et si on veut que ce Blu-ray existe, c'est là maintenant qu'il fallait le faire et pas plus tard. Donc, tous les efforts sont mis sur le Blu-ray. Mais ultérieurement, un petit peu plus tard, j'irai toquer aux portes des streamers certainement pour diffuser la série. Mais c'est pas la priorité pour l'instant, mais ultérieurement, oui.
J'ai une question aussi par rapport au caractère design. Une question qui revenait souvent aussi à l'époque, c'est pourquoi les personnages n'ont pas de nez. Alors, ça, En fait, ça, ouais, bah euh, en fait, ça vient justement de cette phase de développement qu'il y a eu quand on a relancé le projet en très peu de temps pour en faire quelque chose de très dynamique, très inspiré de l'animation japonaise. À ce moment-là, je regardais des trucs assez stylisés. Et puis, dans certaines séries d'animation japonaises, soit certains personnages seulement n'ont pas de nez, soit c'est une direction artistique qui peut exister. Par exemple, il y avait cette petite série réalisée par Gainax qui s'appelle Ebichu avec un petit hamster. Tous les personnages sont très stylisés comme ça, n'ont pas de nez. Donc c'est aussi quelque chose qu'on reconnaît, qu'on trouve aussi beaucoup dans les mangas. Soit une stylisation des personnages dans certains moments très humoristiques de manga, soit c'est un style de dessin qui sur toute une œuvre. Donc, inspiré par ça, j'ai tenté d'avoir quelque chose d'assez radical. Aussi parce qu'on imaginait aussi à ce moment-là, et c'est d'ailleurs le cas du pilote qu'on avait fait en 2001, les personnages étaient en 3D. Et donc pour moi, je me disais que plus on va simplifier, avoir un design radical, plus la 3D va avoir un aspect radical aussi, un style très fort, et ne va pas vieillir avec le temps, parce que la 3D, tout ce qui est technologique, peut se démoder très rapidement. Donc pour toutes ces raisons, en fait, on a, on a tenté de faire ces personnages comme ça, et ils sont restés après en production. Mais je me souviens très bien, à un moment, j'ai eu je ne sais pas si tu te souviens, ça va, je t'en avais parlé, j'avais cette inquiétude en fait de me dire, mais entre le moment où on a fait ce pilote en 2001, qui est très cartoon, très péchu comme ça, et ce qu'on raconte dans la série, le ton a changé. C'est-à-dire que on est plus subtil, on est plus dans l'émotion. Et je me suis dit, mais est-ce que les personnages sans nez comme ça est-ce que ça a toujours marché? Parce que c'est plus juste des courses de vaisseaux et puis des trucs très fun et ce qu'on voyait un peu dans le pilote de 2001. Euh, et tu voulais absolument garder ce style-là que tu aimais bien. Et, aussi, je me souviens, une série qui avait animé HAL Filmmaker, donc le studio avec lequel on a travaillé, qui s'appelait Strange Down. Je ne sais pas si tu te souviens. Strange Down. Et dans cette série, donc c'est des. Alors, je me souviens vaguement, mais je crois qu'on suit deux héroïnes qui passent dans un un univers parallèle et tout, c'est ça. Et où ils trouvent des petits bonhommes comme ça. Il y a des sortes de nains qui habitent, et ils n'ont pas de nez, en fait, ces personnages. Si je me souviens. Ou c'est très, très stylisé, en fait. Et en fait, je me souviens que il y avait plein de scènes assez émouvantes, voire tragiques, avec ces personnages qui sont malgré tout très stylisés, ça marchait. Donc je me suis dit, bon, bah, ça a l'air de fonctionner, on va garder ça comme ça. Moi, de mon côté, ce qui me paraissait. Là, je trouvais que c'était intéressant de ne pas avoir de nez, qu'il fallait rester là-dessus. Après, c'est un choix qui peut-être, ça détourne des gens de la série. Il y a des gens, quand ils voient les premières images, ils disent c'est quoi ce truc qui n'a pas de nez. Ça arrive, il y a des gens qui disent ça. Je pense une fois qu'on commence à regarder la série, la question ne se pose plus, on est rentré dans l'univers. Mais je préférais avoir une série qui ait une identité forte visuellement plutôt que retomber dans quelque chose qu'on a déjà vu, des petits nez à la japonaise ou autre. Et donc, ça me paraissait vraiment une idée forte de rester sur ce design sans nez. Et moi, je me rappelle d'une autre anecdote qui concourt ensuite peut-être à différentes petites raisons qui sont accumulées. Il y avait sur Thomas & Co, on avait eu des problèmes avec un personnage, avec une responsable de chaîne qui disait mais celui-là, mais son nez, c'est pas possible, etc. Et tout. Et donc, on avait dit, alors je ne sais plus si c'est juste pour ce personnage-là ou si je mélange deux histoires qui n'ont rien à voir, mais on s'est dit, bah, puisque c'est comme ça, on ne mettra plus de nez, quoi. Et ça me revient à l'esprit, je ne sais pas si c'est un lien direct ou si je mélange Tom Co et Oban, mais en tout cas, voilà, le fait de ne pas avoir de nez, c'est une liberté, en fait, quelque part, au niveau... on se retire un problème graphique, on s'en crée de nouveaux. Mais... Ouais, je pense qu'aussi, il y a une influence de Loïc Penon, qui a aussi pas mal dessiné au moment du développement, et qui avait aussi ce style très, très radical, très simplifié. Donc qui m'a influencé aussi quand j'ai repris les personnages. Puisque au moment où on a fait le pilote, il y avait eu beaucoup de développement avant, et il y a d'autres dessinateurs qui ont participé, dont Loïc, et puis donc j'ai essayé un peu de rassembler tout sous un style cohérent. Et donc il y a eu tout un tas d'influences comme ça qui ont amené vers ce style-là. Et voilà. J'avais vu un petit commentaire aussi.
Des gens, par exemple, qui disent ça m'a jamais dérangé, ou alors les designs, du coup, voilà, c'est ça. Clairement, vos designs sont intemporels. Et c'est aussi une remarque qui revient par rapport à la 3D de la série. C'est vrai que euh, bon, la série a plus de 15 ans et les scènes en 3D restent toujours assez sympas parce que en fait, on n'a pas cherché à l'époque à faire la 3D la plus belle possible pour l'époque avec les derniers plugins, les derniers trucs. Au contraire, moi j'étais très influencé par le jeu Zelda Wind Waker, le Zelda qui était sur GameCube, qui avait choisi lui-même qui était influencé par Conan le fils de Futur. Enfin, il y a tout un tas comme ça d'influence entre les œuvres. Mais ce style très épuré en cel shading avec des couleurs plates, juste un niveau d'ombre, ça marchait trop bien sur console. Et ce jeu, même ce jeu-là, qui a quasiment une vingtaine d'années maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup vieilli. Donc c'est l'avantage en fait de ces styles des parties pris graphiques très marquées, c'est que ça vieillit bien. Ouais, tout à fait. Moi, je suis vraiment passionné par la. Voilà, si on faisait la 3D aujourd'hui, alors peut-être qu'on rajouterait des petits chichus, des petits chachas, je sais pas, mais comme en fait tout était pensé comme ça, c'est-à-dire que quand tu as pensé les couleurs des décors, etc., c'était donc des appâts de couleurs qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on utilise sur les vaisseaux. Donc ce mélange, cette intégration décor-vaisseau a été pensé très en amont, quoi, et donc elle donne une forme très cohérente, quoi, avec elle-même, et c'est ça, un style très cohérent qui a très bien vieilli. D'ailleurs, je peux peut-être montrer, c'est pas de la 3D, mais puisqu'on parlait de ça. Ça, c'est dès le pilote de 2001 qu'il y a ce style-là au niveau des décors. J'appelle les dessins qui avaient fait des temples pour le pilote. C'était déjà avec ces systèmes d'aplats de couleurs sans trait de contour, ou très peu, quoi. Ouais. Ben, je vais aussi rendre un peu hommage à Thomas Lachartre, qui était un pote qui était dans notre classe, qui nous a filé un coup de main sur les décors aussi au moment du pilote. Après, qui a eu son chemin, je pense qu'il est devenu DA dans le jeu vidéo aussi. Donc, il nous avait aidé à mettre en place cette stylisation. Donc, Thomas Lachartre, si tu nous écoutes, on pense à toi, on t'oublie pas. Et ça, c'est des décors qu'on avait fait avec Stan pour la série. Donc voilà, c'était vraiment un parti pris assez marqué. Donc là, on voit bien avec des ombres très marquées, des couleurs en aplat. Et la 3D a reproduit ce style-là assez fidèlement. D'ailleurs, je tiens à dire que notre ami Julien Georgel, donc c'était lui qui était en charge de la DA de la 3D, qui a peint tous les matte paintings. J'ai été ravi de voir que c'était lui le directeur artistique de la série Arcane, dont tout le monde a entendu parler, d'énormes succès, gigantesques succès. Donc c'est pas mal de mecs qui ont bossé sur Urban, qui ont bossé sur Arcane, effectivement. Il y a Mitch aussi qui a bossé sur Arcane et qui était lui qui a fait la 3D sur le pilote de Molly, quoi. Voilà. Plusieurs personnes aussi qui étaient en stage après au Japon, que j'ai pu prendre comme stagiaire. On bossait à des postes assez importants. C'est cool de voir tous ces gens-là qu'on a suivis un petit peu jeunes et puis qui ont évolué après sur plein de super projets. Ça fait plaisir. Voilà. Ah, on me dit, je transmettrai le bonjour à Thomas Lachart, qui est maintenant cofondateur de Limebolt, jeu mobile. Donc voilà, il y a plein de gens qui se connaissent, on est dans un petit milieu. Et il y a aussi, puisqu'on parle des gens qui travaillent dans l'animation, il y a aussi, ce qui est assez touchant, pas mal de gens donc, qui ont vu Urban jeune. On le lit dans les messages qui sont laissés sur le Kickstarter, où on le sait parce qu'on les connaît personnellement, qui se sont mis à travailler dans l'animation, à faire des études d'art ou d'animation, qui travaillent aujourd'hui dans l'animation. Et donc ça, c'est assez touchant d'avoir parfois vu certains fans très jeunes, à 12-14 ans, venir te voir à Japan Expo, et puis qui t'invitent à une avant-première 15 ans plus tard du film sur lequel ils ont travaillé, de long métrage d'animation sur lequel ils ont bossé. Ça fait chaud au cœur.
Ouais, ou des gens qui disent que oui, qu'ils ont été influencés, effectivement. Ouais, Oui, ils ouais. parlent aussi le style graphique, etc., Mm. qui se sont servis comme référence. Enfin, parce que nous-mêmes aussi, quand on a créé Urban, Mm. moi, je regardais beaucoup les animateurs japonais, comment ils dessinaient leur modèle sheet, etc. Donc, après, de voir que tu passes, toi-même, tu essaies d'apprendre auprès de gens que tu considères comme tes modèles. Après, tu sers Mm. toi-même aussi de référence à Mhm. d'autres personnes. Voilà, c'est le cycle de la vie, comme ça, qui se. Voilà. C'est beau, c'est beau. J'avais d'autres. Ça va, n'hésite pas. Moi, il y a beaucoup de messages là, et il y en a qui sont Ouais. intéressants. Je vais essayer d'en extraire quelques-uns. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en attendant euh, bah que, moi, j'ai quand même un souvenir quand même assez merveilleux de cette période de production au Japon, parce que même si ça a été très dur et qu'on a travaillé, donc on en parlait tout à l'heure, on ne comptait pas nos heures, il y avait un côté assez épuisant, mais en même temps, au niveau artistique, on faisait ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on avait voulu cette série, on l'avait rêvé et on était en train de la faire, quoi. Donc, dans des conditions assez exceptionnelles, avec des super compositeurs, des super artistes japonais au Japon. Et donc, c'est assez rare, en fait, que tu disais, Thomas, quoi, de se retrouver dans une situation comme ça où on a un contrôle très important, un rôle personnel très important dans une production à plein de niveaux. Et c'était quand même. Bah, ça reste enfin, c'est des grands moments de bonheur qui sont liés à cette série, de voir les premiers épisodes quand on les a vus la première fois, quand on a finir les montages, les séances d'enregistrement des voix, les séances d'enregistrement de la musique. Enfin, il y a plein de moments qui sont des moments de pur bonheur et qui ont largement plus que contrebalancé les nuits longues et les nuits sans sommeil qu'on a passées sur la série. donc, une question là, parce que c'est un peu rigolo aussi ça. Ouais. Si tu as un mot à dire là-dessus. Je me Alors, souviens très bien. j'ai déjà répondu pas mal de fois, mais je vais le refaire une fois de plus. Ça, c'est le genre de truc qui était hyper démoralisant pour moi. En fait, la série, j'ai commencé à bosser dessus en 96. Star Wars, ça a dû sortir en 99. Et nous, on venait de sortir le pilote en 98, le premier pilote de la série. Et quand on va voir les diffuseurs et tout, il commençait à y avoir déjà un peu d'infos qui filtraient sur Podracer et tout. Et donc, très vite est sorti le commentaire, mais votre projet ressemble à Podracer. Et donc, ça, c'est super déprimant, quoi, parce que déjà, j'ai horreur de ce film que je trouve insupportable. Je suis un fan des premiers Star Wars, mais je fais partie de ceux, et dès le départ, hein, je n'ai pas retourné ma veste comme voilà, plus tard, dès le départ, j'étais horrifié par ce film. Et même s'il y a des qualités, on va dire, si on veut le dire, mais je le dis du bout des lèvres, je ne comprends pas pourquoi dans Star Wars, il y a une course de pod. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit gamin à la con qui conduit des pods et que tout d'un coup on passe en mode course de pod avec des mecs en écran vert qui font ouais, super, en regardant, je ne sais pas trop devant eux. Même si c'est la meilleure scène sans doute du film, parce que le reste est une catastrophe sans nom, et que ça t'est clairement pensé faire des jeux vidéo qui sont sympas à jouer. Moi, la question, c'est pas la question pourquoi est-ce qu'il y a des vaisseaux au bas de Star Racer, où c'est le concept même est autour des courses de vaisseaux. C'est pourquoi est-ce que dans Star Wars, qui est sur des samouraïs Jedi Knight, tout d'un coup, il y a une course de pod avec des petits gamins qui conduisent. Moi, je comprends pas. Ça m'a vraiment frustré, énervé au moment de la sortie du pilote et quand on montait la série, d'avoir des commentaires qui sont revenus encore et qui encore aujourd'hui reviennent. Et donc, bah, c'est une coïncidence fâcheuse. Mais il n'y a aucune inspiration de près ou de loin dans Oban de Spot. Il y a plein d'influences, je l'avoue, sans aucun problème, plein d'influences de séries qui De m'ont Star influencé Wars, tout. où il y a quand même une Dans, influence dans, dans, dans de Oban, Star plein de Wars séries japonaises que original. j'ai vues, que j'ai adorées, où il y a des petites choses, des petites notions et tout qu'on a transformées, qu'on a changées, mais il y a des influences très nettes des séries japonaises. Mais Star Wars, en tout cas, Podracer, là, il n'y a aucun lien avec Oban. Et ça nous a plutôt desservi, plutôt un peu agacé d'avoir cette comparaison qui se passe et qui se fait encore parfois sur certains forums, mais de plus en plus rarement, parce que on regarde Oban, je pense que on voit tout de suite qu'il n'y a aucune, au niveau du ton, au niveau du style, enfin, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. J'ai vidé mon sac là, voilà. Ah oui. Non, bah, c'est vrai qu'on était, le projet était déjà en train d'être développé, donc c'est arrivé comme ça. On s'est dit bon ben voilà. Du coup, on va se taper voilà les questions tout le temps, d'être préparé à ça en permanence, alors que c'était Comme, déjà un comme, projet qui était sur des rails, quoi. ouais, ouais. Comme il y a eu plein d'autres films de Star Wars depuis et que Phantom Menace n'a pas eu non plus forcément les gens se rappellent peut-être un peu moins aujourd'hui. Voilà, la question s'est posée au moment de la sortie de Star Wars épisode 1, mais après,
Je l'entends de temps en temps comme aujourd'hui, mais assez rarement quand même. Je regarde un petit peu les questions. Je remonte un peu dans le fil. Si, je me souviens de aussi cette question que là il reste une demi-heure. Quel est l'avenir? Par exemple, voilà, le Kickstarter marche bien, qu'est-ce que ça signifie pour quelles retombées il pourrait y avoir positives dans ces différents projets? Parce il y a quelques années, on avait commencé à. En fait, on n'a jamais vraiment arrêté dès la fin de la saison, de la série, on a discuté de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on essaie de faire d'autres épisodes? Peut-être qu'on peut revenir sur cette période. 2006, on finit la production. Pourquoi ça s'est arrêté là? Pourquoi on s'est dit, allez, c'est parti, on fait une autre saison derrière d'emblée, on est sur place, on est chaud, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a plusieurs aspects, quoi. Je pense qu'au niveau personnel, je pense qu'il y avait une certaine fatigue, en fait, quand même, qui s'était installée d'avoir bossé pendant 10 ans, quand même, sur ce projet, quoi. Je pense que vous aussi, vous aviez un peu envie de voler de vos propres ailes et tout, à force d'avoir un mec insupportable qui est sur votre dos tout le temps pour vous dire non, je suis pas d'accord de ci, de ça, etc. Je pense qu'avant, c'était un peu saoulant, même si c'est pour faire un bon projet, quoi. Et donc ça c'était normal, je pense. Moi, j'étais un peu fatigué aussi et j'avais aussi envie de passer un peu à autre chose et peut-être essayer d'explorer d'autres univers. Comme j'ai bossé sur les Doren pendant des années, projet que j'espère toujours mener à bien. C'est un projet de longue haleine, mais voilà, des univers qui sont beaucoup plus sombres en fait que celui d'Auban, même s'il y a des points communs. C'est aussi des filles assez jeunes qui sont les personnages principaux, adolescentes, qui ont aussi cette sensibilité en fait dans un monde dur, mais qui est là. Donc je pense que tu me diras toi après ce que tu penses. Je pense qu'il y avait ce côté personnel déjà, et je pense qu'après un autre problème qui était quand même majeur, c'est que tous les partenaires qui ont travaillé, qui ont financé Auban, comme c'est souvent le cas dans les chaînes de télévision, en fait, il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire que les gens restent en place quelques années, mais il y a un changement de direction, les groupes se rapprochent, se rachètent. Au départ, on avait signé avec Fox Kids Europe. Fox Kids Europe a été racheté par Disney pendant le début pendant la fin juste avant le début de la production. Après, c'est devenu Jetix. On a été diffusé sur Jetix. Après, c'est devenu Disney XD. Donc, petit à petit, tous les gens avec qui on avait travaillé ont été virés ou sont partis. Dans les autres chaînes, c'était pareil. Les responsables de chaîne, la plupart, ont changé. Et puis, ceux qui sont restés, je pense qu'il y avait un côté un peu c'est super ce que vous avez fait, mais bon, maintenant, les gars, on va revenir à un truc plus normal et tout, quoi. Parce que ils sentaient qu'ils avaient pris une prise de risque quand même. Est-ce qu'ils sentaient qu'ils s'étaient un peu fait avoir, entre guillemets, sur le fait qu'on avait mieux fait que ce qu'on leur avait offert, c'est-à-dire qu'on leur avait offert des vaisseaux qui courent, qui font la course, mais qu'en fait, il y avait beaucoup plus de dimensions et qu'il n'avait pas vraiment senti venir et qu'il se sentait un peu blousé là-dessus, peut-être, mais je ne pense pas forcément, parce que vraiment, je pense que tout le monde était content du résultat. Et puis, on a travaillé avec eux, ils n'ont pas vu la série au jour de la sortie. Ils ont accompagné, ils ont lu les boards, ils ont lu les scripts, ils ont validé tout ça. Donc, je pense que c'était pas vraiment ça le problème. Je pense qu'il y avait quand même un côté chez certains que c'était une trop belle série et qu'ils avaient peur de repartir sur un truc un peu trop hors norme, quoi, parce que ça leur donne du stress, quoi. Ils ont plein de trucs à gérer. Ils ont leur série humoristique, leur machin et tout. Et là, on était sur une cible qui était enfant, mais qui pouvait être vue par des gens plus âgés. Je pense qu'on était un peu en avance en fait sur notre époque, quoi. Si on avait s'il y avait déjà eu des streamers et tout, je pense que on aurait pu enchaîner facilement sur une saison 2, quoi. Mais avec le système, beaucoup de partenaires nécessaires pour produire une série, qui est la manière on a financé Auban, qui est la manière classique à l'époque pour financer une série, beaucoup de partenaires. Il faut que tous les partenaires soient encore disponibles, aient encore envie de se lancer dans un nouveau projet. Et donc, ça, sur deux côtés, personnel et production, c'était pas évident à ce moment-là, et il fallait un peu de temps. Et puis après, on est parti un peu chacun sur d'autres choses, et donc voilà, ça s'est fait comme ça un peu. Ouais. De mon côté, de toute façon, j'avais pas les clés. Hein. J'ai pas les clés du projet puisque c'était toi, ça va. Hein. Ouais, je pense que moi j'aurais pu suivre. De toute façon, ça aurait pas commencé tout de suite direct. Enfin, tu vois, il y aurait une phase de développement, de discussion. On aurait retravaillé pas mal. Après, c'est vrai que on finit Auban. Je suis au Japon depuis 2-3 ans. Donc j'ai décidé de rester. Donc il n'y avait pas forcément possibilité de repartir, même si
on avait dit, OK, on se reprend du temps et on relance un autre projet Aubane, il aurait fallu que je travaille, de toute façon. Et j'étais au Japon. Donc, moi, j'ai commencé à chercher du travail juste après au Japon. Donc, et comme il y a énormément de demandes, et puis après Aubane, on a donné une très bonne image, en fait, de notre équipe. Donc, on a pu, Stan et moi avons pu trouver du travail très facilement au Japon après, en tant que designer, méca pour Stan ou de décor, directeur artistique pour moi. Et c'est vrai que j'étais aussi intéressé, après avoir fait cette coproduction franco-japonaise, de travailler sur des dessins animés 100% japonais. Ça m'intéressait. C'était un challenge aussi, de dire, OK, Aubane, on est venu pour bosser au Japon, mais c'était notre projet, donc on avait une certaine légitimité. Maintenant, est-ce que je suis capable, juste moi tout seul, de faire une carrière au Japon avec juste mon talent de dessinateur? Donc c'était aussi quelque chose que je voulais expérimenter. Et les premières séries japonaises sur lesquelles j'ai travaillé, j'étais hyper fier aussi de ça, de se dire, OK, parce qu'à l'époque, c'était extrêmement rare. Maintenant, c'est un peu plus fréquent, on a plus d'étrangers qui travaillent sur des séries d'animation japonaises, mais à l'époque, en 2000, c'était quoi, 2006-2007, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'était aussi une fierté d'avoir pu rentrer dans le système de l'animation japonaise par Aubane et puis d'évoluer dedans de l'intérieur. Et puis, mais je me suis rendu compte au bout de plusieurs années que c'était sympa, il y avait très dynamique, plein de projets, de SF, de machin, mais comme j'expliquais tout à l'heure, j'avais jamais la possibilité d'influer autant que l'influence que j'ai pu avoir sur Urban, que ça soit dans les discussions sur les histoires avec toi ou dans la direction artistique, dans tout un tas de choix. Ça a été peut-être un peu sur une série que j'ai pu faire après, qui s'appelle Basquash à Satellite, dont j'étais co-auteur, mais où j'ai pu vraiment mettre ma patte aussi sur l'image, mais pas sur l'histoire, parce que là, c'était complètement, je dirais, chasse gardée des Japonais. Donc finalement, je suis un peu nostalgique et je regrette un petit peu de ne pas avoir pu retravailler sur un projet où j'ai pu autant mettre mon empreinte que Urban Star Racer. Et peut-être prochainement. Donc, parce que la question aussi, c'était la suite. Il y avait une question aussi sur la suite et tout. Donc, pour l'instant, donc, on a commencé à travailler avec Thomas. On avait commencé donc dès le départ à se poser des questions sur ce qu'on faisait comme suite. C'est quelque chose qui a toujours été un peu. Je me rappelle, moi, j'avais imaginé qu'on pouvait faire aussi des spin-offs sur Rick, un spin-off sur les différents extraterrestres. Moi, j'avais plein de petits projets un peu fous et tout. La série a bien marché, mais voilà, si ça avait été le numéro 1 dans le monde entier, on aurait pu facilement faire des spin-offs, des trucs. C'était un peu, c'était pas le cas. Mais une suite, c'était tout à fait possible. On a parlé avec les partenaires, mais je sentais que on allait plutôt devoir baisser un peu le niveau. C'est-à-dire qu'ils voulaient bien faire une suite, mais on calme un peu sur l'émotion, on calme un peu sur ça. Et moi, je voulais pas faire moins bien qu'Aubane. C'est-à-dire que si on fait une suite d'Aubane, je voulais que ce soit au moins aussi bien qu'Aubane, ou aller plus haut, mais surtout aller plus haut, quoi. Donc voilà, on s'est revus pour les 10 ans autour de cette idée-là. Avec Thomas, on a commencé à travailler plus sérieusement, plus concrètement sur des pistes de suite ou de spin-off. Donc, on a des choses, de très beaux dessins de Thomas, et on a fait une belle réflexion là-dessus. Donc, il y a des choses sur lesquelles on travaille depuis un certain temps. Après, il y a un problème un petit peu de disponibilité de temps. Le fait aussi que Saveur n'avait pas les droits de distribution d'Aubane, et ça, c'est un vrai problème quand même, parce que si on fait une suite et qu'on ne peut pas garantir à la personne qui va acheter la série qu'elle pourra diffuser la première saison, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc ça, c'est très récemment, c'est depuis l'année dernière que les droits, Saveur a récupéré les droits de distribution complets de la série. On avait déjà les droits en fait du Blu-ray, donc c'est pour ça que le Blu-ray aurait pu sortir un peu plus tôt, mais maintenant il y a tous les droits. Donc ça, c'est aussi un truc qui change la donne, de pouvoir aussi contrôler en fait, non seulement de pouvoir proposer à un investisseur la série 1 avec la saison 2, par exemple, ou le spin-off, mais aussi de pouvoir contrôler où est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va voir les streamers, quels streamers on va voir, d'avoir une stratégie, quoi. Et s'il y a un gros distributeur, avant on avait un gros distributeur qui contrôlait la série, il a bien travaillé les premières années, mais après pour lui, c'était trop de travail de travailler vraiment, de faire vivre cette licence, c'est-à-dire qu'il a plein d'autres licences, dont des licences dont il est 100% propriétaire, et donc Aubane est passé la trappe, et moi j'avais pas la possibilité
de gérer ou de faire quelque chose pour changer ça. C'est un peu frustrant, mais maintenant ça change. Donc là, le Blu-ray est un premier jalon qui nous permet d'aller plus concrètement vers des projets de suite ou de spin-off potentiels. Et donc, on va continuer à réfléchir là-dessus. Maintenant, il y aura peut-être un petit peu de sous pour financer ça. Donc ça, c'est important aussi. Parce que tout ça, les développements, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et on n'est plus des petits étudiants qui, autour d'une table, il faut quand même, on a une famille à faire vivre et tout, etc. Donc, il faut quand même un petit peu d'argent. C'est le nerf de la guerre. Et puis aussi, je pense que moi, j'ai besoin de sentir aussi qu'il y a l'envie de la part des fans, de la communauté aussi, c'est vachement important en tant que créateur de se nourrir en fait de cette énergie-là, quoi. Et ça nous fait vraiment, tu me diras Thomas comment tu le ressens, mais moi quand je lis ces messages de gens qui soutiennent la série, qui aimeraient qu'elle soit plus connue, ils reparlent de la manière dont ils l'ont vue, qu'ils la revoient souvent tous les ans, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, ça me touche beaucoup et ça me donne de l'énergie, ça me donne de l'envie de me relancer dans une aventure autour d'Aubane, et qui est un projet atypique, un univers atypique qu'on a envie de revisiter, quoi, plus avec l'expérience qu'on a maintenant, la connaissance, je pense qu'on peut apporter des belles choses et emmener dans des directions un peu nouvelles aussi le projet, pas juste se répéter, mais de faire vivre cet univers d'une nouvelle manière. Ouais. Oui, moi c'est ça, tu parlais des 10 ans, donc c'était en 2016. J'étais de passage en France à ce moment-là. Parce qu'il y avait eu un Japan Expo, un truc un peu spécial. Il y avait le Japan Tour. Japan Tour, je ne sais pas aller, c'était à Japan Expo, moi, en 2016. Ouais. Ils avaient fait un événement un peu orienté, la thématique sur la mise en avant de Français qui travaillent dans le manga. Oui, je me rappelle. Et du coup, on avait reparlé un peu de ça. J'avais eu quelques séances un peu de dédicaces et de conférences. Et c'est vrai que j'avais vraiment senti les gens qui étaient très, très sensibles à Aubane. Moi, je bossais sur d'autres projets à l'époque. Et comme c'était les 10 ans d'Aubane, j'avais fait, pour les dédicaces, c'est ça. Il fallait préparer des dessins. Donc, j'avais préparé une illustration d'Aubane et tout le monde me demandait le dessin d'Aubane. Et je voyais qu'il y avait vraiment une communauté qui avait adoré la série. Et c'est suite à ça, je me suis dit, bah, quand même, c'est quand même cool. On a tous ces gens qui ont été marqués par la série, qui nous encouragent, etc. Donc, tu as envie de répondre un peu à cette demande. Parce que en tant que créatif, nous, on est tout le temps en train de bosser sur des trucs à droite, à gauche, en train d'essayer de monter des projets, mais avec le temps, tu te rends compte de la valeur de certains des projets comme ça sur lesquels on a pu travailler. Et Aubane en a une très grande, de par la communauté qu'elle a fédérée, de par la qualité, je pense, de la série qu'on a pu produire. Et donc, ça m'a donné, en fait, effectivement envie d'explorer ces pistes avec toi, Savin, de voir ce qu'on pouvait trouver comme idée, faire quelques dessins. Puis après, bon, voilà, on est reparti sur plein d'autres trucs. Moi, je fais beaucoup de choses en ce moment aussi. Là, je me suis associé avec Ankama. On a plein de beaux projets ensemble. Mais ouais, il y a clairement des trucs à faire. Donc, alors ça va pas se faire en 5 minutes, hein, mais ça prend encore des années, le temps que ça se monte. C'est très long. Vous avez compris, je pense, dans cette conférence que entre le moment où Savin a commencé à réfléchir à ce projet et le moment où ça a été diffusé sur les écrans, il y a eu 10 ans. Et c'est long. Mais en même temps, entre le pilote et le moment où on est parti au Japon, il n'y a eu que 2-3 ans. Et en fait, tu as l'impression que c'est long quand tu es dessus, mais après, avec l'expérience, tu te rends compte que c'est finalement pas si long que ça. Et tu as des créateurs, des réalisateurs qui vont traîner des projets pendant 15-20 ans avant de réussir à les financer, à les mettre à les amener aux yeux du public. Et c'est des marathons, quoi. Il faut tenir bon et rien lâcher et bosser pendant longtemps pour vraiment concrétiser les choses. Donc voilà, ça peut peut-être prendre encore un peu de temps, mais on sera présent si on a la chance de pouvoir retravailler sur un projet Aubane, ça sera avec plaisir. Ouais. Je regarde un petit peu les messages. Il faut une force incroyable pour tenir 10-15 ans. Oui, en fait, je sais pas. En fait, on se rend pas compte. Parce qu'on ne sait pas au moment quand tu commences, tu sais pas combien de temps ça va durer. Voilà. Tu dis, ok, c'est bon, dans un an, on lance le truc, puis tu as avancé, mais pas assez. Donc, tu sais.
tu sais pas en fait. Donc, Mais là où c'est vrai, je pense que pour tenir aussi longtemps, déjà, il faut un projet qui en vaille la peine, quoi, où dont foncièrement, que tu aimes foncièrement et auquel tu crois foncièrement. Et je pense que Molly, enfin, moi j'appelle Molly, je me souviens qu'elle s'appelle Eva, mais je pense que quand même, pour moi c'est Molly, quoi. Euh, Molly, c'est un personnage qui, j'ai envie de passer du temps avec elle, j'ai envie de la prendre par la main et de faire des trucs avec elle. Donc c'est aussi le personnage qui t'emmène, qui te tire aussi. Enfin, il y a plusieurs éléments qui font que le projet déjà te fait tenir. Après, je pense que c'est important d'être bien entouré. Et sur Oban, on avait cette force-là, c'était d'être une petite équipe qui partagions les mêmes rêves et de travailler ensemble tout le temps sur Oban, mais aussi sur d'autres trucs à côté pour le temps qu'Oban se monte. Et donc, ça permet de durer aussi, quoi. Là, sur des projets que j'ai essayé de monter plus tard et qui ne se sont pas encore faits, ça a été souvent plus dur. C'est-à-dire que j'étais souvent tout seul, pas avec un noyau ou avec un noyau plus réduit ou qui était moins attaché au projet, qui m'a juste rejoint à certains moments. Et c'est sûr que ça peut être mentalement d'y croire, de continuer à se battre, de retrouver l'énergie d'aller de l'avant. Ça peut être plus compliqué dans ces cas de figure-là. Donc il faut quand même s'accrocher ou être bien entouré pour garder, voilà, pour être plus fort, quoi, et tenir justement jusqu'à ce que ça passe, quoi. Et puis il faut pas avoir peur aussi de laisser tomber des projets. Ça c'est un truc aussi qui est dur, mais parfois c'est une expérience que j'ai aussi de ces dernières années. Parfois tu t'accroches. Sur Oban, on s'est accroché et on a réussi à passer l'obstacle. Et parfois tu t'accroches et ça marche pas à ce moment-là. Il faut dire ok. Et ce qu'on avait fait d'ailleurs au début d'Oban en 98, quoi. Ça marchait pas, on n'était pas prêt, c'était pas bon moment. On l'a remis dans les cartons. Et puis en 2001, on l'a ressorti. Et là, tac, 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 tac. Les choses se sont trouvées une nouvelle configuration. Donc il faut aussi, il y a toi, il y a ton projet, et puis il y a l'environnement aussi industriel, financier, qui fait que certains projets vont être plutôt recherchés à certains moments, et d'autres pas du tout. Et donc il faut savoir un petit peu jouer avec ça pour trouver le bon alignement de planète. je prends une autre question. Envisagez-vous d'autres campagnes Kickstarter pour aider le financement de futurs projets liés à Oban? Saison 2, merchandising, etc. Alors, c'est possible. C'est très intéressant de voir comment Kickstarter fonctionne. Donc là, j'ai un peu appris, j'ai appris pas mal de choses en montant cette campagne. Je vois des choses parfois hallucinantes sur Kickstarter, des projets qui sont hyper bien financés, énormes, etc. Mais je pense que c'est des projets qui ont des communautés énormes et très récentes aussi. Donc, il faut voir. Je pense que concrètement, je pense que sur des petites choses de merchandising, éventuellement, où il y a beaucoup de gens qui m'ont réclamé, par exemple, de faire un disque, un vinyle, quoi. Pourquoi pas faire un petit Kickstarter pour un vinyle? Ça intéressera moins de monde, mais le budget sera beaucoup, beaucoup moins élevé. Si ça peut faire plaisir à 500 fans de faire un vinyle, on peut se lancer dans une petite campagne comme ça. Après, je pense que faire un financement de saison entière via Kickstarter, ça me paraît quand même beaucoup d'argent à lever. Et même s'il y a beaucoup de fans d'Oban, on n'est pas comme des Ankama ou des grosses sociétés qui ont quand même plein de joueurs, par exemple, ou de gens qui sont dans une communauté qui est très, très fédérée autour d'eux, donc qui vont être peut-être plus disponibles tout de suite pour lever des fonds. Mais par contre, ça peut être quelque chose parfois pour boucler un financement ou pour aider sur un financement, un développement un peu plus. C'est possible aussi. C'est possible sur des choses je pense, assez précises, assez ponctuelles. Donc, c'est tout à fait envisageable. Il y a aussi le projet du jeu, d'un jeu Oban Racer qui est sur PC, qui est dans les tuyaux par une petite équipe qui me rappelle un petit peu Saveur au début. Donc, je suis ça. J'attends de voir si le projet vraiment va pouvoir être à la hauteur des espérances. Et après, peut-être que du Kickstarter peut aider, mais peut-être pas non plus sur. Il faut choisir le bon moment, à quelle période il faut vraiment faire venir du Kickstarter dans un projet, du financement. Il faut que ça justifie pour que les gens participent. Il faut vraiment qu'il y ait un sens, quoi. Il faut que le sens soit clair. Donc, à voir. Ce qui est pas mal, c'est une sorte de pré-vente en fait. C'est-à-dire qu'on développe un projet, s'il y a assez de gens pour le faire, on le fait. Et c'est vrai que ça diminue les risques du côté de la personne qui veut lancer le projet. Maintenant, après, c'est à double tranchant parce que faut bien se fixer les paliers. Si c'est trop, ça marche pas, les gens sont déçus, puis ça donne peut-être une image un peu négative puisque tu n'as pas réussi à atteindre ton palier. Donc c'est assez difficile à organiser, j'ai l'impression. J'ai vu un peu dans les questions, on parlait par exemple d'une figurine faire une figurine de Molly en Kickstarter.
Par contre, je te rejoins sur le fait que financer de l'animation avec Kickstarter, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, c'est extrêmement cher à produire l'animation. Les gens ne se rendent pas vraiment compte une minute d'animation, ça coûte, il faut au moins 10 000, 20 000 euros pour faire une minute. Enfin, financer une série complète, ça me semble impossible. Donc je bosse beaucoup avec Ankama maintenant. Donc j'ai un peu suivi la campagne qu'ils ont faite sur Wakfu saison 4. Qui a extrêmement bien marché. C'est le deuxième projet au monde en animation qui a, au niveau de la somme atteinte. Mhm. Mais malgré tout, c'est pas suffisant pour fabriquer toute la saison. Donc avec le budget euh, gagné via Kickstarter, ils peuvent faire quelques épisodes, mais pas toute la saison. Mais l'avantage, c'est que ça a créé une dynamique auprès de partenaires qui se sont dit, OK, il y a tous ces gens-là qui sont prêts à mettre de l'argent et qui sont intéressés pour avoir une saison. Donc, c'est intéressant et donc ça a permis de trouver des partenaires. Et la série est en production. Donc, juste l'argent des fans pour produire de l'animation, moi, ça me paraît. Ou alors, faut que c'est juste ça peut être un court-métrage. Ça peut être un épisode spécial, éventuellement. Ça, c'est éventuellement envisageable. Mais ça ne va pas être une saison complète, ça, c'est pas possible. Mais tu parlais du côté com, et ça c'est important aussi, c'est que pour fédérer une communauté autour de quelque chose, le Kickstarter c'est quand même, et pour présenter, ce que je dis souvent dans les messages que je laisse sur le Kickstarter, pour présenter aux investisseurs le fait que voilà, il y a des gens qui aiment la série et qu'il y a une vraie demande. Je pense que Kickstarter a un très bon, en effet, enclenche quelque chose pour enclencher quelque chose de plus grand, quoi. On aurait très bien pu faire avec les gens qui ont contacté la newsletter, se faire un petit Blu-ray entre nous, que les gens payent directement à Savoward et qu'on sorte un Blu-ray autoproduit. Ça coûtait un peu moins cher parce qu'on doit quand même payer à Kickstarter une partie de la somme, mais être sur Kickstarter, ça crée une dynamique, ça crée une exposition. Et donc, je pense à la fois c'est beaucoup plus sympa comme expérience à vivre pour les fans, et puis vis-à-vis de l'extérieur, pour redonner un peu, remettre un coup de projecteur sur la série, c'est assez efficace. Ouais. Mais apparemment, en tout cas, il y a une demande là dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir une figurine, une maquette de vaisseau ou même voir un petit pilote animé d'un nouveau projet Oban via Kickstarter. Après, évidemment, là, on a un effet loupe. Hein. Vous êtes quelques dizaines à nous suivre de fans hardcore. Après, il faut multiplier tout ça pour avoir un budget suffisant pour faire des choses. Mais pourquoi pas? En tout cas, le Blu-ray, la campagne marche très bien et elle prouve qu'on peut faire des choses avec Oban. Et d'ailleurs, c'est pas fini. On attend. Sabin, j'imagine que tu vas continuer à essayer de pousser un petit peu ça. Et les campagnes Kickstarter, c'est toujours ça commence fort. Après, il y a un palier. Puis sur la fin, ça remonte. Donc, on compte aussi sur vous tous pour faire passer le mot. Ça va aider pour faire encore monter la cagnotte et atteindre de nouveaux paliers. Absolument. Et là, on n'est pas loin du 8e palier. Là, on se rapproche petit à petit. Après, il y a le 9e. En tout cas, le 8e, on n'est pas très loin maintenant. Il y a encore des petites choses cachées éventuellement qui pourraient être débloquées. Oui, oui. Il y a encore des petites choses. Si on atteint le 9e, les 300 000 euros, il y a encore des choses qu'on peut proposer, tout à fait sympa. Mais voilà, on garde un peu de surprise pour si on en arrive là. Ouais. On arrive pas loin de la durée qu'on s'était fixée. Je pense qu'on a pas mal discuté. J'espère que ça vous a plu. On va peut-être rentrer en mode conclusion. Qu'est-ce que tu en penses? À moins que ça va, tu as envie de... Ouais. Non, je pense qu'on a bien parlé. On vous a révélé des trucs qu'on n'avait jamais mis sur la place publique, sur la production des petits problèmes de production notamment qu'on a eu au Japon. Mais je pense que le temps a un peu passé et tout, donc on peut être un peu plus franc sur ces petites choses-là. Et donc c'était une aventure qui est très belle avec des moments plus durs. Et donc voilà, on a évoqué quelques-unes de ces difficultés. Et en tout cas, moi je suis toujours... je suis toujours très proche de cette série. Quand j'ai vu les épisodes, on a fait le petit événement très sympa là, pour les 15 ans à l'Escurial. Certains d'entre vous y étaient peut-être, même sans doute. Et notamment avoir vu les épisodes sur grand écran en HD avec le son 5.1, j'ai vraiment ressenti vraiment une belle émotion.
J'ai pleuré pendant il y avait l'épisode 11 qui est un épisode un de mes préférés, donc là j'ai pleuré. Voilà, je reste, alors que voilà, on a travaillé sur la série, j'ai écrit les scénarios, j'ai suivi les boards, il y a eu le montage, il y a eu l'enregistrement des voix, donc j'ai vu ces épisodes, j'ai vu plein de fois, quoi. Mais je reste toujours ému par cette histoire, par ces personnages, et la musique aussi qui joue un grand rôle dans l'émotion qu'on ressent. Et donc voilà, c'est touchant et ça fait plaisir que cette série existe, qu'on ait réussi à la monter. Et voilà. Et si on arrive à faire un truc en plus autour de cette série, ça sera avec grand plaisir. Ouais. Et donc, ok, on va conclure. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est prévu encore la semaine prochaine. Ça va? C'est à Japan Tour, c'est ça? Alors oui, moi cette semaine, je vais être 2 fois. Il y a eu on le voit sur Twitter, je vais participer à 2 Twitch cette semaine. Le 20, dimanche 20, je crois que c'est à 15h30. On relaiera l'information, je crois qu'elle a déjà commencé à circuler un petit peu, dans le cadre du Japan Tour Festival, qui a été décalé, mais qui organise à la place aux dates où devait avoir lieu le Japan Tour Festival, une série donc d'événements en ligne. On va participer à un Twitch avec Thomas et Stan. Et on va se refaire aussi une petite discussion comme ça entre amis le dimanche 27 à 15h30, cette fois-ci en anglais. Voilà. On peut faire en japonais aussi. Voilà, okay. Des petites occasions de se parler. Ouais, donc quelques autres rendez-vous. Bah, nous, donc on se reparle, ça va, dimanche prochain. Ça sera plus court, ça sera avec Stan aussi, ça va être cool. Ouais. On ira moins dans le détail, mais ça va être très sympa, je pense. Bien, ok, là il est minuit au Japon, là. Ça va, merci beaucoup. Merci aussi pour ce premier streaming, une expérience intéressante à refaire, c'était cool. Voilà. Et merci Thomas. En tout cas, ouais, je profite pour dire que on a une grosse communauté de créatifs, il y a plein de potes aussi qui créent des choses, et peut-être faire ça régulièrement. Donc là, on a parlé d'Aubane aujourd'hui, on pourrait peut-être parler d'autres projets. Avec toi, Savin, sur d'autres projets que tu as, et moi, avec d'autres amis, on pourrait peut-être échanger autour d'expériences comme ça. Il y a tellement de choses à dire, notamment dans tous ces milieux, de ces milieux créatifs, l'animation, le Japon. Aussi, maintenant, je travaille pas mal dans le jeu vidéo. Donc, c'est un format qui peut être sympa pour échanger un peu autour de ces projets. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'était Aubane. Ça va, on se reparle bientôt. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Et merci encore pour votre soutien et sur le fabuleux soutien sur la campagne Kickstarter qui va continuer. Encore combien de temps ça va? Encore 2 semaines? Alors, j'ai un doute, je regarde sur la page. Une petite seconde. Attends, je rafraîchis la page. Encore 23 jours. 23 ok, encore un peu plus de 3 semaines. Voilà. C'est bien, ça va aller plus haut encore. Tout à fait. Et là, on est très proche du 8e, hein, puisqu'on était à 215 000, un peu plus de 215 000 tout à l'heure. Là, donc, il n'y a plus que 10 000 pour arriver au 8e palier. Qui nous donnera 5 chansons de plus, 5 musiques de plus sur le soundtrack digital, ce qui est quand même pas rien. On aura 50 titres en tout là. Cool. Allez, on coupe. Merci à tous. Bye. À une prochaine. Bye. Ciao, ça va.